Sur le sommet d'une montagne glacée, un jeune homme est retenu prisonnier. La raison de sa captivité est qu'il a commis autrefois un crime impardonnable. C'est pourquoi il doit aujourd'hui accepter un défi lancé par le chef, traverser un pont où tombent des pluies de lames acérées. Bien que son corps soit réduit à l'état de ruine, il continue d'avancer, porté par l'amour qu'il voue à une jeune fille nommée Ia. Cette jeune fille s'appelle Ia. Il y a 21 ans, le jour de son anniversaire, ses parents lui ont offert une boîte à musique. Ensuite, leur voiture s'est engagée dans la montagne du renard à 9 queues. Soudain, les lampadaires se sont éteints, et une silhouette fantomatique est apparue et disparue furtivement. Le père de Ia a tourné brusquement le volant, ce qui a entraîné la voiture contre la barrière de sécurité au bord de la route. Le véhicule a alors été projeté en l'air, a fait une rotation de 360 degrés avant de retomber violemment sur le sol. La tête du cheval en bois de la boîte à musique s'est détachée. À ce moment-là, Ia était encore consciente. Deux personnes s'approchaient lentement de la voiture, se sont penchées pour regarder à l'intérieur, et il s'agissait en réalité de ses parents, ceux-là même qui, à cet instant, étaient coincés dans la voiture. Cela a terrifié Ia, qui a poussé un cri de panique, mais ensuite, elle s'est réveillée. Ses parents étaient bien vivants, et elle les a immédiatement pris dans ses bras. Heureusement, ce n'était qu'un cauchemar, mais, est-ce que tout cela n'était vraiment rien d'autre qu'un simple rêve? Ia remarque que le cheval en bois sur la boîte à musique a effectivement perdu sa tête, comme dans son rêve. Elle aperçoit également une tache de sang sur sa chemise. Ses parents, eux, semblent joyeux, absorbés par un reportage à la télévision sur un incendie. C'est à ce moment-là que Ia comprend que ce qu'elle vit n'est pas un rêve. Intelligente et calme, elle demande à sa mère de lui apporter des biscuits aux noix. Pendant ce temps, elle prend discrètement une paire de ciseaux qu'elle cache derrière son dos, puis elle dit à sa mère: je suis allergique aux fruits à coque, donc il n'y a jamais de biscuits aux noix chez nous, et ma mère est médecin. Vous n'êtes pas ma mère? À peine a-t-elle terminé sa phrase qu'elle plante les ciseaux dans le corps de la femme, avant de courir se réfugier dans sa chambre. Elle bloque la porte avec une étagère. De l'autre côté, les faux parents tentent de forcer la poignée. Des griffes monstrueuses apparaissent, cherchant à pénétrer à l'intérieur. Soudain, des bruits de lutte se font entendre derrière la porte. Paniquée, Ia se couvre les yeux avec les mains, mais quelques instants plus tard, un homme tenant un parapluie rouge surgit. C'est l'homme aux cheveux rouges. Il pointe ses yeux dorés vers Ia et découvre qu'elle n'est pas son âme. Il utilise alors un sortilège pour effacer la mémoire de la jeune fille. Cet homme aux cheveux roux s'appelle Liéon. C'est un renard à 9 queues âgé de 1000 ans. Selon la légende, un renard à 9 queues de 100 ans peut se transformer en homme ou en femme, tandis qu'un renard à 9 queues millénaires est comparable à un dieu. Ses pouvoirs égalent ceux d'un chaman. Il peut voir tout ce qui se passe à des milliers de kilomètres. Liéon utilise toujours cette capacité pour rechercher son premier amour, Aum, à travers ses réincarnations. Une fois la mémoire de Ia effacée, elle retourne instantanément sur les lieux de l'accident. Pourtant, elle ne trouve pas les corps de ses parents. C'est pourquoi, en grandissant, Ia devient productrice d'une émission spécialisée dans la recherche de légendes urbaines, consacrée à l'exploration des phénomènes étranges se produisant en ville, dans l'espoir de retrouver la trace de ses parents. Contre toute attente, elle recroise Liéon, comme si le destin les réunissait. On dit souvent que plus une femme est belle, plus elle est dangereuse. En l'espace d'une seconde, la mariée que l'on voyait encore comme une beauté fatale dévoile soudain ses griffes de renard à 9 queues. Elle tente de tuer l'homme en face d'elle, mais celui-ci ne montre aucune peur. C'est un renard à 9 queues âgé de 1000 ans. Il avait anticipé cette attaque depuis le début et l'esquive rapidement. Sans perdre une seconde, il fait apparaître son épée pour éliminer le démon. Il s'avère que cette jeune femme est une renarde à 9 queues maléfique ayant dévoré de nombreux fois humains. Liéon, fidèle à sa mission céleste, se doit évidemment de rendre justice. Ne pouvant rivaliser avec un renard à 9 queues, la jeune femme n'a d'autre choix que de supplier Liéon d'épargner sa vie. Elle lui dit: toi aussi, tu as déjà aimé une humaine, n'est-ce pas? Tu peux comprendre ma douleur? Non. Liéon lui dit: je peux te laisser terminer la cérémonie, puis mourir, mais les renards à 9 queues sont naturellement rusés. Une fois le mariage terminé, elle change complètement d'attitude et profite d'un moment d'inattention pour attaquer Liéon par surprise. En retour, il lui assène un coup d'épée qui la projette violemment contre la coiffeuse. Les os de la renarde à 9 queues se déplacent, mais il suffit qu'elle se torde le cou quelques fois pour les remettre en place. Elle saisit ensuite un vase, le lance sur Liéon, puis s'enfuit dans la salle de cérémonie pour se cacher derrière son mari. Liéon se lance aussitôt à sa poursuite. Il utilise ses pouvoirs de renard à 9 queues pour désactiver toutes les caméras de surveillance. Ensuite, il s'envole dans les airs et frappe violemment les invités, qui s'écroulent les uns après les autres. D'un coup de poing, il atteint l'estomac du mari de la renarde, puis lui assène un coup de pied si puissant qu'il perd connaissance. Cette scène rend la renarde à 9 queues furieuse. Elle s'élance aussitôt dans les airs pour tenter de mordre Liéon à mort, mais celui-ci la saisit par les cheveux et lui écrase violemment la tête contre le sol. Il utilise ensuite son épée pour transpercer son corps et éliminer le démon. Lorsqu'elle reprend sa forme originelle, son âme se disperse et disparaît complètement. Liéon utilise alors ses yeux dorés pour effacer la mémoire du mari. Au même moment, Ia assiste à un mariage dans la salle voisine. En sortant, elle entend des invités en panique déclarer que la mariée s'est enfuie avec son amant. C'est alors que Liéon apparaît. Ia reste figée sur place, envahie par une étrange sensation de déjà-vu. Elle entre dans la salle de cérémonie et remarque une tache de sang sur la robe de la mariée, ainsi qu'une touffe de poils de renard. Elle décide de les confier à un vétérinaire pour analyse. Dès qu'il les voit, le vétérinaire reconnaît immédiatement des poils d'un renard à feu élevé dans les montagnes du Baïk du Daïgan. Ia explique alors que tous les renards vivant dans les montagnes du Baïk du Daïgan sont équipés d'un GPS et qu'aucun d'eux n'est encore jamais descendu en ville. En entendant cela, le vétérinaire appelle immédiatement Liéon.
Li-Yeon. En réalité, ce vétérinaire est lui aussi un renard à 9 queues, et il est même un subordonné de Li-Yeon. À ce moment-là, Li-Yeon se promène dans un parc tout proche, le ballon d'une petite fille s'envole dans le ciel, d'un simple geste de la main, Li-Yeon le fait revenir en zigzagant dans les airs. La scène est accidentellement aperçue par un petit garçon, qui accourt aussitôt et lui demande s'il est un extraterrestre. Voyant qu'il ne s'agit que d'un enfant, Li-Yeon lui répond calmement qu'il est un renard à 9 queues. Il se rend ensuite au bureau de l'immigration du monde des morts, une passerelle vers l'au-delà réservée aux défunts. Ce lieu porte le nom de fleuve Sando. Cet endroit est supervisé par deux responsables, Taluipa, la déesse qui règne sur les deux mondes, celui des vivants et celui des morts, et Eun, le gardien de la rivière Sando, chargé de jeter les pierres du péché aux âmes des défunts. Quant à notre Li-Yeon, il n'est ici qu'un simple employé. Autrefois, il était le dieu des montagnes Baek du Daegan, mais il a volontairement renoncé à ce titre divin à condition que l'âme d'Aum puisse se réincarner. Pour cela, il a passé un pacte avec Taluipa. Il s'est engagé à éliminer les démons pour le compte du bureau de gestion. Aujourd'hui, Li-Yeon accomplit cette tâche depuis plus de 600 ans. Il commence à se plaindre auprès de Taluipa. Je travaille dur chaque jour, et pourtant je ne rencontre toujours pas la réincarnation d'Aum. À ces mots, Taluipa sort aussitôt le contrat et menace de le brûler avec une flamme démoniaque pour le libérer de ses obligations. Li-Yeon, soudain silencieux, s'éclipse immédiatement. De son côté, Ia enquête sur les caméras de surveillance de la salle de cérémonie du mariage. Elle découvre que Li-Yeon est l'homme suspect portant un parapluie rouge. Elle publie alors sa photo dans les actualités afin de le retrouver. Un témoin se manifeste après avoir vu l'image de Li-Yeon et affirme qu'il s'agit d'un Bulgazari, une créature immortelle. Ia pense qu'il ment et s'en va aussitôt, mais l'homme commence à parler de la montagne des renards à 9 queues. Il raconte y avoir rencontré Li-Yeon. Cette révélation stupéfie Ia. N'est-ce pas justement l'endroit où ses parents ont disparu? Résolue à aller jusqu'au bout, elle décide d'enquêter davantage. Le témoin se dirige alors vers le parking et, en un clin d'œil, se transforme en un jeune homme séduisant. En réalité, il s'agit du frère cadet de Li-Yeon, nommé Liran. Il appelle aussitôt Li-Yeon, en utilisant des informations sur la réincarnation d'Aum pour lui donner rendez-vous à la montagne des renards à 9 queues. Le soir venu, Ia suit les instructions de Liran et prend seul le bus numéro 1002. Là, elle croise une lycéenne et un mendiant ivre. Au moment où elle s'apprête à monter, le mendiant l'attrape fermement par la jambe, l'empêchant coûte que coûte de monter à bord. Le bus démarre, et Ia aperçoit alors Li-Yeon assis à l'intérieur. Ce mendiant est décidément insupportable. Il se jette par terre en simulant une chute, faisant un scandale pour l'empêcher de monter. En réalité, ce bus n'est pas destiné aux vivants. Lorsqu'il entre dans la zone de la montagne des renards à 9 queues, les phares s'éteignent soudainement. Li-Yeon se lève alors d'un bond et attaque brusquement la lycéenne. À ce moment précis, le bus perd le contrôle, heurte violemment le bas-côté et, en un instant, tous les passagers à bord trouvent la mort. Ia ne se doute toujours pas qu'elle vient d'échapper à la mort. Elle porte le mendiant sur son dos pour le raccompagner chez lui, mais elle le sent de plus en plus lourd, au point de ne plus entendre sa respiration. Ia commence à paniquer, et si ce mendiant n'était pas humain, ils finissent par arriver à destination, mais ce qui se trouve devant elle, c'est un vieil arbre gigantesque. Le mendiant descend alors de son dos et lui dit « J'ai remboursé tout ce que je te devais ». L'endroit trouble profondément Ia. À ce moment-là, une voiture s'approche. Ia s'apprête à dire au revoir au mendiant, mais en se retournant, elle se rend compte qu'il a disparu. Le conducteur lui dit qu'il ne voit qu'elle, toute seule. Ia monte donc rapidement dans la voiture, et là, elle remarque que le visage sculpté sur le pilier de bois à côté de l'arbre centenaire porte une cicatrice à l'œil exactement la même que celle du mendiant. En fait, il s'agit d'un Jansung, ces totems que l'on place généralement à l'entrée des villages, en bord de route ou près des temples, pour protéger les lieux. Le mendiant était en réalité le dieu de la terre chargé de veiller sur cette région. Sur le chemin du retour, Ia tombe sur le bus accidenté. En montant à bord, elle ne voit pas Li-Yeon, seule une fille a survécu. Alors Ia appelle rapidement la police. La jeune fille, encore sous le choc, fixe le plafond de sa chambre d'hôpital. Totalement hébétée, Ia essaie de la rassurer, puis lui montre une photo de Li-Yeon. Contre toute attente, la fille se met à paniquer et crie qu'il va forcément venir la tuer. Troublée, Ia sort de la chambre et tombe nez à nez avec Li-Yeon. Il est venu pour effacer la mémoire de la survivante, mais Ia l'en empêche. Elle lui demande franchement « C'est toi qui as tué les gens dans ce bus, n'est-ce pas ?» Li-Yeon réplique « Tu ne peux pas m'accuser sans preuve. » Ia voulait au départ sonder Li-Yeon, mais ce dernier ne laisse transparaître aucune émotion. Alors, elle lui lance son sac à dos pour qu'il prenne sa carte de visite, espérant qu'ils puissent devenir amis. Pourtant, Li-Yeon lui renvoie le sac et refuse une seconde rencontre. En réalité, ce que Ia cherche à obtenir, c'est l'empreinte digitale de Li-Yeon. Elle demande ensuite à un ami policier de l'aider à faire des recherches. De son côté, Li-Yeon comprend que Ia est en fait la petite fille qu'il avait sauvée il y a plusieurs années. Le soir, dans la chambre d'hôpital, une paire d'escarpins mystérieux apparaît. La jeune fille dit qu'elle ne veut pas rester à l'hôpital, qu'elle veut être avec Ia. Une fois arrivée chez Ia, elle lui demande « Où est ta famille ?» Ia répond « Ne t'inquiète pas, je vis seule. » À ce moment-là, la jeune fille affiche soudain un sourire sournois. Au milieu de la nuit, Ia se réveille, assoiffée, et découvre soudainement la jeune fille debout juste à côté d'elle. Surprise et effrayée, Ia recule. La fille murmure « je me souviens maintenant. » Le bus est entré dans un tunnel, les phares se sont éteints, puis un homme avec un parapluie a tué tout le monde. Il voulait me tuer. Plus elle parle, plus elle est terrifiée. Ia se lève pour la réconforter, mais fait accidentellement tomber le verre d'eau. Lorsqu'elle se redresse, elle saisit un éclat de verre et le pointe vers l'artère de la fille en disant « Je te demande une dernière fois, qui es-tu
vraiment? En réalité, Ia a découvert que, la veille au soir, cette fille avait pris le bus dans la direction opposée à celle de sa maison. De plus, Ia a remarqué que lorsqu'une personne est victime d'un accident de bus, elle essaie instinctivement de se protéger, mais le corps de cette fille ne montrait aucune trace de tentative de défense, alors qu'elle était blessée de partout. À ce moment-là, elle cesse aussi de faire semblant et révèle immédiatement son vrai visage. Cette personne n'est autre que le frère cadet de Lee Yeon. En réalité, ce soir-là, l'Iran a dévoré l'écolière, puis a pris son apparence, il laisse apparaître un œil doré et massacre tous les passagers du bus. Lee Yeon, en essayant de l'arrêter, se bat avec lui à bord, ce qui provoque l'accident du véhicule. Ia est profondément choquée, elle plante aussitôt un éclat de verre dans l'épaule de l'Iran, mais lui, impassible, esquisse un sourire. Tu penses vraiment que ça peut me blesser? Ia lui répond calmement, bien sûr que non, je ne fais que me servir de moi comme appât. À cet instant, la fenêtre éclate soudainement, et Lee Yeon surgit. En fait, Ia savait que Lee Yeon reviendrait à coup sûr, alors avant de partir, elle lui avait laissé un mot. Dans le mot laissé par Ia, il était écrit « Ce que tu cherches est chez moi ». Ce stratagème de Ia est vraiment un coup double. Non seulement elle peut enquêter sur ce qui s'est passé dans le but, mais elle utilise aussi Lee Yeon pour se sauver. Les deux frères se lancent alors dans un combat acharné. Tous deux sont des maîtres aguerris. L'Iran provoque son aîné. Tu t'es ennuyé de moi, hein? Ce à quoi Lee Yeon répond « À un point où j'ai envie de te tuer ». S'ensuit une bataille intense mêlant arts martiaux et techniques de déplacement surnaturel, le tout filmé par une caméra. À un moment, Lee Yeon assène un coup de poing qui propulse l'Iran à l'autre bout de la pièce. Finalement, il le saisit à deux mains et le projette violemment à l'extérieur. Incapable de riposter, l'Iran prend la fuite, mais avant de partir, il lance un avertissement. Si, d'ici la fin du mois prochain, tu ne retrouves pas ton premier amour, elle mourra, on se reverra. À ce moment-là, Ia court vers Lee Yeon et le confronte. Qu'est-ce que tu es exactement? En réponse, Lee Yeon efface sa mémoire. Le soir suivant, lorsqu'il rentre chez lui, il découvre la vidéo du combat avec son frère. Ia apparaît alors sur le balcon, tenant une clé USB. Elle s'assoit sur la rambarde, se penche en arrière et tombe dans le vide. Lee Yeon pousse un soupir d'exaspération, puis saute à son tour. Ses yeux de renard à 9 queues dorées se dévoilent. Il rattrape Ia en plein vol, et tous deux passent devant la pleine lune dans le ciel. Ils atterrissent en toute sécurité. Ia confirme alors ses soupçons. Tu n'es vraiment pas humain, je t'ai toujours attendu. Elle lui injecte ensuite un sédatif dans le cou. Cet homme est complètement fou. Il est en train d'avaler une pièce de monnaie. La femme jette une autre pièce par terre. Elle provoque immédiatement la transformation de l'homme. Ses yeux se mettent à briller d'un jaune éclatant et sa peau semble enflammée. L'homme fixe la pièce avec un regard affamé. Une seconde plus tard, il s'agenouille et tente frénétiquement de l'avaler. En réalité, cet homme est le monstre Bulgazari, une créature légendaire qui se nourrit de cauchemars. Selon la légende, il révèle sa vraie forme dès qu'il ingère du métal. Son apparition transforme les cauchemars de nombreuses personnes en réalité. Mais que se passe-t-il exactement? En fait, ce Bulgazari n'est qu'un pion, celui qui tire les ficelles depuis le début, c'est l'Iran. Il soupçonne Ia d'être la réincarnation du premier amour de Lee Yeon. Quel est donc son véritable dessein? Pour le comprendre, revenons au tout début, à l'histoire d'amour de Lee Yeon. Il fut autrefois un dieu de la montagne. Sa première rencontre avec Aeum a eu lieu dans les montagnes. Après avoir grandi, Aeum a offert à Lee Yeon un parapluie brodé de fleurs rouges comme symbole de leur engagement, mais cette histoire d'amour se termine tragiquement par la mort d'Aeum. Pour pouvoir continuer cette relation, Lee Yeon lui a alors confié une perle de renard à 9 queues, espérant ainsi retrouver sa réincarnation un jour. Cependant, il découvre plus tard que, malgré les visages semblables à celui d'Aeum, aucune des femmes ne porte la perle en elle. Ia non plus. À la fin de ce souvenir, Lee Yeon se réveille et voit Ia devant lui. Quelques minutes plus tôt, elle lui a injecté un sédatif. Ia souhaite conclure un marché avec lui. Elle pense qu'il est le seul à être lié à l'accident dont elle a été victime dans son enfance. Elle veut donc que Lee Yeon l'aide à retrouver la trace de ses parents. Si elle échoue, elle menace de diffuser la vidéo de la bagarre entre les deux frères sur internet, ce qui empêcherait Lee Yeon de vivre parmi les humains. Cependant, Lee Yeon, étant un ancien dieu de la montagne, ne peut pas se laisser intimider par elle. Au contraire, il lui crève un œil. En réalité, Ia teste les limites de Lee Yeon. C'est pourquoi elle jette l'USB contenant la vidéo dans sa tasse de thé et lui dit qu'elle ne la divulguera à personne. Elle espère que Lee Yeon respectera le principe des renards à 9 queues, qui consiste à rendre l'appareil lorsqu'une dette de gratitude est contractée, et qu'il l'aidera à retrouver ses parents. Finalement, Lee Yeon accepte. Après être rentrée chez elle, Ia regarde la vidéo que ses parents avaient enregistrée pour revivre la sensation d'avoir des proches à ses côtés, mais lorsqu'elle l'éteint, elle voit ses parents tenant quelque chose de noir et duveteux. Soudain, cet objet vole hors de l'écran de la télévision et tombe dans le salon de la maison de Ia. Ia prend l'objet et découvre qu'il s'agit d'un crâne avec des dents en or, ce qui la terrifie et la fait se réveiller, mais ce n'était certainement pas un simple cauchemar. Le lendemain, Ia va au travail, où ses collègues ont également fait des cauchemars. L'assistante de Ia a rêvé de la scénariste portant une robe noire, pleurant désespérément, tandis que la scénariste a rêvé de perdre ses dents, mais comme il s'agissait seulement de rêves, personne n'y prête vraiment attention. C'est alors que Ia reçoit des nouvelles, Lee Yeon a trouvé une piste concernant ses parents. Il l'invite donc à se rencontrer au restaurant La Mariée en Coquille, un endroit où les renards à 9 queues se rassemblent. Lee Yeon annonce à Ia que ses parents ne figurent pas dans le registre des morts, ce qui signifie qu'ils sont encore en vie. Après avoir accompli sa mission, Lee Yeon souhaite couper les liens avec Ia et chacun suivre sa propre route. C'est à ce moment-là que Ia reçoit un appel téléphonique. Elle apprend que la mère de la scénariste est décédée, ce qui signifie que le cauchemar est devenu réalité. Lee
Liéon, après avoir entendu la nouvelle, comprend immédiatement que cela est dû à des démons qui sèment le chaos. Il décide alors d'élaborer un plan avec Ia. Ia prétexte avoir fait tomber sa caméra sur le plateau de tournage pour demander au gardien de l'aider à la retrouver. Une fois à l'intérieur, Ia sort une poignée de pièces de monnaie et les jette au sol, ce qui révèle la véritable nature du gardien. C'est Bengazari, le monstre vu au début de l'épisode. Il mange les cauchemars et peut également en créer. Voyant que sa vraie forme a été découverte, Bengazari cherche à tuer Ia. À ce moment-là, Lion apparaît et lui inflige une sévère défaite, provoquant des vomissements chez le monstre avant de le projeter loin. Sachant qu'il ne peut pas rivaliser avec Lion, Bengazari décide de s'en prendre à Ia. Lion se place immédiatement devant Ia, un sourire moqueur sur le visage, se moquant de son expression de surprise, comme si elle n'avait jamais vu quelque chose de pareil. À ce moment-là, Bengazari grimpe sur le mur, Lion lui donne un coup de pied qui fait tomber le monstre. Il sort ensuite son épée pour chasser les démons. Bengazari, effrayé, dit à Lion que c'est l'Iran qui lui a demandé de venir. À peine a-t-il prononcé ces mots que Bengazari, semblable à un mille-pattes, grimpe rapidement sur le mur et tente d'attraper Ia. Lion lance alors 3 pièces de monnaie qui frappent le poignet, l'épaule et le bras de Bengazari, permettant de sauver Ia, mais ce n'est pas encore la fin. À ce moment-là, le cauchemar de Ia commence peu à peu à se réaliser. Oh mon Dieu, c'est effrayant. Des pêcheurs qui étaient en mer trouvent un crâne flottant. Tout le monde regarde, choqué. La dent dorée du crâne ressemble exactement au cauchemar de Ia, et la victime est un homme. Après avoir appris la nouvelle, Ia réagit immédiatement, tandis que Lion, grâce à Bengazari, retrouve l'Iran. Il découvre que l'Iran prévoit d'agir contre Ia, alors il décide de l'accompagner. Les deux se rendent sur l'île des pêcheurs et arrivent chez la fille de la victime, Pyungé. Elle a perdu sa mère quand elle était jeune, et son père est son seul proche. Cette fois, une tempête a fait chavirer le bateau, et son père est mort en mer. Ensuite, Ia rencontre 2 pêcheurs qui ont récupéré le crâne. Ils sont amis avec le père de Pyungé, Seo Ki-chang, mais il semble ne pas être proche de lui. Ce qui est étrange, c'est que les autres habitants du village évitent de parler de la mort de Seo Ki-chang. Lion emmène Ia dans la forêt profonde, où il découvre une petite fille mystérieuse, qui est l'âme de l'arbre. Lion souhaite enquêter sur les événements étranges sur l'île des pêcheurs en interrogeant la petite fille. Elle lui explique simplement que l'île a changé, car la tempête a apporté des choses que personne ne pouvait prévoir. La petite fille veut partir, mais elle est attachée à un arbre, car elle est liée aux humains par un désir puissant, et seuls les humains peuvent la libérer. Ia s'approche alors de l'arbre et utilise un couteau pour couper la corde qui la retient. La petite fille retrouve enfin sa liberté. À ce moment-là, elle remarque que Ia est liée à cet arbre, et lui conseille de se rendre au nord de l'île pour trouver la réponse. Puis, la petite fille disparaît dans un éclair de lumière. Au nord de l'île se trouve une grotte de sable. Ia est stupéfaite de découvrir que cette grotte de sable ressemble exactement à la scène de la photo de ses parents. En réalité, ses parents, lorsqu'ils attendaient Ia, étaient venus dans cette grotte de sable. Mais pourquoi ses parents se sont-ils rendus sur cette île? Le lendemain, Lion utilise du ginseng pour soudoyer les habitants de l'île, ce qui lui permet de trouver un indice important. Il apprend qu'il y a eu 4 meurtres de femmes sans tête sur l'île. Ia demande immédiatement à son assistant de l'aider à enquêter sur les dates des meurtres sans tête. C'est alors que 3 pêcheurs proches de Seo Ki-chang rencontrent également des problèmes. Le premier semble devenir fou. En l'espace de 10 minutes, il boit frénétiquement 20 bouteilles d'eau, mais il a toujours soif. Il finit par plonger sa tête dans les toilettes. Soudainement, il commence à se débattre, comme si une main invisible le saisissait. Peu après, il meurt étouffé. Le deuxième homme, lui, aperçoit le cadavre sans tête de Seo Ki-chang dans la maison. Il est tellement terrifié qu'il enfonce la porte et s'enfuit à toute vitesse. Le troisième, quant à lui, est dans sa maison, en train de dévorer de la viande de porc crue, criant sans cesse qu'il a faim. Ia et Lion arrivent sur les lieux du premier meurtre. Lion remarque que l'homme tient une poignée de cheveux dans sa main, ce qui pourrait expliquer sa mort par suffocation due aux cheveux. L'odeur qui émane de l'endroit ressemble exactement à celle de la maison de Pyungé. Lion suspecte que Seo Ki-chang pourrait être le prochain à mourir. Les deux décident donc de se rendre chez le deuxième pêcheur et de le contraindre à révéler la vérité sur la mort de Seo Ki-chang. À ce moment-là, les 3 hommes, accompagnés de Seo Ki-chang, étaient partis en mer pour pêcher. Ils ont été pris dans une tempête et, après avoir dérivé plusieurs jours, ils étaient à la fois affamés et assoiffés. À ce moment-là, Seo Ki-chang était blessé à la jambe, et l'odeur du sang frais a excité les 3 autres hommes. Ils ont donc décidé de découper le corps de Seo Ki-chang pour le manger. Kyung connaît la vérité, mais elle n'a pas de preuves. C'est alors que l'Iran apparaît. Il lui dit qu'il l'aidera à se venger, mais qu'elle devra lui donner une jambe en échange. Kyung accepte sans hésiter. L'Iran lui dit alors d'utiliser une marionnette pour écrire des mots de malédiction et de coller des photos des 3 hommes, avant de verser leur sang sur les photos pour accomplir le rituel. À ce moment-là, la vérité sur les événements est enfin révélée. Le pêcheur, lui aussi, est mort, étouffé par une poignée de cheveux. Il ne reste plus qu'un seul homme. Lion et Ia se précipitent chez lui, mais il a déjà fui. À ce moment-là, un tableau représentant le roi dragon a attiré l'attention de Ia. Lorsqu'elle l'a vu pour la première fois, elle a ressenti une étrange sensation de frisson. Elle a rapidement cherché des informations sur internet et a découvert que, dans la version originale du tableau du roi dragon, le dragon avait des griffes, mais ce n'était pas le cas dans ce tableau. Lion lui explique que ce n'est pas un dragon, mais un serpent géant. En même temps, l'Iran se rend à un puits scellé. Il demande au mage qui se trouve à côté de lui si quelque chose dort vraiment là-dedans. Le mage répond que oui, il s'agit d'une créature sacrée, un dragon sans cornes. En réalité, c'est un serpent géant. C'est cette chose impure dont parlait l'esprit de l'arbre.
l'Iran demande à la mage de se rendre au cimetière pour chercher des perles de mandragore qui poussent sur des cadavres afin de préparer la cérémonie de cette nuit. Pendant ce temps, Iya, qui était en train de chercher le pêcheur survivant, reçoit un appel de son assistant. Il a enquêté sur l'heure de la mort des 4 femmes décapitées. Iya a recherché des informations en ligne et a découvert que ces 4 femmes étaient toutes mortes le 15 juillet, le jour des démons, et aujourd'hui précisément, c'est le 15 juillet. À ce moment-là, l'homme en question est enfin apparu. Dès qu'il a vu Iya, il a eu peur et a immédiatement pris la fuite, trébuchant même sur le sol. Iya avait l'intention de l'aider à se relever, mais il l'a frappé à l'épaule avec un marteau. Lorsqu'il a tenté de la frapper à nouveau, Lion est apparu à temps, il a saisi le marteau et a voulu tuer l'homme, mais Iya a rapidement intervenu, réussissant à lui sauver la vie. Lion a aidé Iya à appliquer un pansement sur sa blessure. Iya a soudainement ressenti que la main de Lion était très chaude. Lion a alors remarqué des écailles de serpent qui apparaissaient sur l'épaule de Iya. Une seconde plus tard, Iya semble se transformer en une autre personne et saisit le cou de Lion. Lion, d'un ton glacial, lui demande qui elle est vraiment. Iya esquisse un sourire mystérieux et répond « Je suis celle que tu as toujours attendue, mais pourquoi m'as-tu tué ?» À ce moment-là, les souvenirs de Lion refont surface, il se rend compte que c'est lui qui a tué Aum à l'époque, puis, Iya redevient normal, les écailles de serpent et la blessure disparaissent, c'est alors que l'Iran apparaît, utilisant une vitesse fulgurante pour tenter d'emporter Iya. Lion se précipite pour la rattraper, lui ordonnant de partir immédiatement. Iya court comme une folle pour fuir. Sur son chemin, elle rencontre une femme, elle sort une photo de ses parents et lui demande si elle les a déjà rencontrés. À sa grande surprise, la femme les a bien rencontrés. Elle explique que les parents de Iya sont venus ici pour demander la bénédiction du roi des marins afin d'avoir un accouchement sans encombre. Cependant, Iya change d'attitude, car sa mère étant médecin, elle ne va jamais implorer les dieux ou les divinités. Iya se lève donc pour partir, mais après quelques pas, elle s'effondre soudainement. Il s'avère que cette femme n'était autre qu'une sorcière. Dès l'instant où Iya est entrée, elle a allumé de l'encens pour l'endormir. À ce moment-là, l'image de la sorcière dans le miroir montre une vieille femme décrépite. De son côté, Liran lève soudainement la main pour interrompre le combat. Il dit à Lion que le temps de retard est suffisant, et que la femme va bientôt devenir un sacrifice. En fait, il prépare l'éveil du serpent géant, et il a laissé Bengazari créer des cauchemars pour attirer Iya sur l'île des pêcheurs afin qu'elle devienne le sacrifice permettant d'éveiller le serpent. À ce moment-là, Lion se précipite, mais l'odeur de Iya a disparu. Lion, sous son identité de dieu de la montagne, invoque les arbres, les rivières et les herbes pour qu'ils le guident vers Iya. Une seconde plus tard, la forêt se met à trembler et un essaim de lucioles apparaît. Lion les suit rapidement et atteint le lieu du rituel. La scène change brusquement. Le chaman tire Iya vers un puits. C'est à ce moment-là qu'elle comprend que les meurtres des 4 femmes décapitées, survenus lors de la pleine lune du 7e mois, n'étaient en réalité que des sacrifices destinés au grand serpent. Lion finit par arriver, mais une barrière faite de fleurs de primevère l'empêche d'entrer. Dès qu'il tente de faire un pas à l'intérieur, des flammes l'engloutissent aussitôt. Il crie alors au chaman qu'elle n'est rien d'autre qu'un cadavre ambulant qui t'a permis de vivre aussi longtemps. À ce stade, la chamane ne veut plus attendre une seule seconde de plus, elle passe immédiatement à l'attaque et plonge brutalement son couteau. Iya essaie de se protéger avec la main, mais la lame lui entaille la paume. Juste après, la chamane la pousse dans le puits. Dans cet instant critique, Iya réussit à s'accrocher au rebord. Cette scène ravive chez Lion le souvenir de la mort d'Aum. Sa colère se transforme alors en puissance. Il fait apparaître 9 queues rouges de renard à 9 queues, puis invoque une pluie torrentielle qui efface la barrière de primevère. Lion récite ensuite l'incantation du dieu de la montagne pour renvoyer l'esprit dans le néant. Aussitôt, un éclair foudroie la chamane. À ce moment-là, Iya, épuisée, est sur le point de lâcher prise, mais Lion arrive juste à temps pour la sauver. Cependant, le sang qu'elle a laissé sur le rebord du puits coule lentement le long des parois. Pendant ce temps, l'Iran, debout entre 2 rangées de piquets recouverts de tissu blanc, tient dans ses bras un nouveau-né couvert de talismans. Il le remet à un homme inconnu. Tôt le matin suivant, Iya et Lion découvrent que tous les habitants ont disparu. En effet, la veille au soir, ils semblaient tous comme possédés. Ils s'étaient rassemblés autour du puits. Il s'agit là de la punition la plus terrifiante de toute l'histoire. Un homme se trouve alors en enfer. Devant lui, un pont s'étire à l'infini. Dès qu'il pose le pied sur ce pont, il entend immédiatement le sifflement d'une lame dans les airs. Un instant plus tard, un couteau tranchant lui entaille la joue. Ce n'est que l'entrée en matière. Puis, une nuée de lames fond sur lui tel un essaim d'abeilles, le frappant au bras, au ventre, aux jambes. Plus il avance, plus les couteaux se multiplient. Ce n'est pas une exagération de dire qu'il subit 1000 coupures, mais l'homme ne peut pas reculer, car il doit traverser cette montagne de lames pour sauver la personne qu'il aime. Cet homme est un renard à 9 queues âgé de 1000 ans. À cause de la mort de son premier amour, il a renoncé à son statut de dieu de la montagne et a également abandonné son petit frère. Ironiquement, la personne qu'il aime aujourd'hui est en danger à cause de ce même frère qui cherche à se venger. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que les 2 frères en arrivent là? L'Iran, le frère cadet, a pris une épée et massacré des centaines de villageois. En réalité, ces gens avaient incendié la montagne après que Lion a quitté son poste de dieu protecteur, privé de la présence et de la protection de son grand frère. L'Iran a anéanti tout le village. Il a cependant été puni par l'épée de Lion lui-même. À partir de cet instant, l'Iran est devenu un être cruel. Il s'est allié à un autre renard pour mettre à exécution son plan de vengeance. Ce renard, c'est Yori, une beauté venue de Russie. Elle a été maltraitée dans un zoo, jusqu'au jour où l'Iran l'en a fait sortir de force. Elle usurpe la vie de quelqu'un d'autre et devient PDG d'un centre commercial. Lion a 2
personnes extrêmement importantes, l'une est celle qu'il aime, Iya, et l'autre est un subordonné, vétérinaire, du nom de Shinju. L'Iran ordonne à Yori d'approcher Shinju, ensuite, elle lui arrache son collier, ce qui le fait tomber sous son charme. Elle prévoit d'utiliser Shinju pour attaquer Lyeon au moment opportun dans le futur. L'Iran se sert du sang de Yi à rester au bord du puits pour participer à un rituel avec le serpent démoniaque, puis, sur la plage de l'île des pêcheurs, il se tient entre deux rangées de poteaux de bambou décorés de tissu blanc, aux côtés d'un enfant couvert de talismans, qui le remet à un homme inconnu. Le lendemain, Lyeon et Iya découvrent que tous les habitants de l'île ont disparu. De plus, sur la plage, les poteaux de bambou ornés de tissu blanc sont toujours là. Iya affirme qu'il s'agit de la route d'accueil du roi des marines, mais Lyeon observe la disposition des poteaux de bambou et déclare que c'est la porte des enfers, une entrée permettant aux entités impures d'entrer et de sortir. En croisant leurs déductions, ils en concluent qu'il s'agit en réalité du chemin de résurrection du serpent démoniaque et que les habitants de l'île ont très probablement été sacrifiés pour le nourrir. L'homme mystérieux serait donc le serviteur du serpent, nommé Arion, celui-là même qui avait sauvé l'Iran autrefois, lorsque ce dernier avait été grièvement blessé par Lyeon. Cet homme, adepte d'une technique occulte d'immortalité, vit depuis plus de 600 ans dans le seul but d'assister à la renaissance du serpent. Inquiet face à cette éventualité, Lyeon rentre et part aussitôt retrouver l'Iran, mais l'Iran lui rétorque que ce n'est pas le serpent qu'il craint, mais plutôt la séparation qu'il a causée autrefois entre lui et la femme qu'il aimait. Il ajoute même, je peux te dire une chose, cette fois encore, la femme que tu aimes mourra à la fin. Il semble que la résurrection du serpent par l'Iran ait pour seul but de séparer Lyeon et Iya. Les deux frères, remplis de tensions meurtrières, se font face sur le toit. L'Iran sort un couteau et déclare, la seule façon de m'arrêter, c'est de me tuer, comme cette fois-là, où tu m'as transpercé d'un coup d'épée pour sauver les villageois. Cette fois encore, Lyeon ne recule pas, il saisit le couteau et l'enfonce sans hésitation. Lorsque l'Iran baisse les yeux et voit le manche de la lame plantée dans son propre corps, la colère monte en lui. Pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas? Lyeon lui dit, ne sois pas comme un enfant abandonné, tu n'es plus un gamin. Puis, sans attendre de réponse, il tourne les talons et s'en va, ne parvenant pas à provoquer son frère comme il le voulait. L'Iran reste frustré, il s'apprête alors à s'en prendre à Iya. De son côté, Iya, reconnaissante envers Lyeon pour lui avoir sauvé la vie, l'invite à dîner chez elle. Lyeon offre de nouveau un bouquet d'armoise à Iya. Après avoir mangé, celle-ci doit assister aux funérailles de la mère de la scénariste, inquiet qu'elle puisse être contaminée par des esprits impurs. Lyeon lui confectionne un petit sac en tissu rempli de haricots rouges pour la protéger. En réalité, c'est parce qu'il a tué un chaman dont le nom ne figurait pas dans le registre des morts qu'il doit désormais subir la punition de Telupa. Au fond des enfers, contraint par les circonstances, il n'a pas d'autre choix que d'agir ainsi pour veiller sur elle. Lors de la cérémonie funéraire, Iya croise alors l'Iran. Celui-ci lui affirme qu'elle est la réincarnation du premier amour de Lyeon. Cela signifie donc que Lyeon connaissait déjà cette issue fatale, mais a tout de même choisi de tuer le chaman. Ces paroles troublent profondément Iya, qui commence à s'inquiéter et demande aussitôt où se trouve Lyeon. L'Iran lui rappelle que si elle tient à rester en vie, elle ne doit surtout pas dormir cette nuit. Ensuite, il utilise sa magie pour faire tomber les haricots rouges hors du petit sac. C'est à ce moment-là qu'un groupe d'enfants apparaît soudainement à côté de Iya. Elle n'a jamais assisté à une telle scène. Sur les caméras de surveillance, on voit des enfants jouer et courir partout, mais en réalité, il n'y a personne. Il n'y a qu'une femme debout à cet endroit. Cette femme, c'est Iya. Elle se dirige alors vers le couloir, où toutes les lumières s'éteignent brusquement. Une cerise roule lentement jusqu'à ses pieds. Juste après, une paire de sœurs surgit devant elle. Elle lui demande si elle a vu leur père. Iya se rassure alors, pensant qu'il ne s'agit que de deux enfants perdus, mais à ce moment-là, elle remarque que les deux petites filles portent des chaussures dépareillées et comprend soudain qu'elles sont déjà mortes. À ce moment-là, son assistant l'appelle et lui dit de rentrer se reposer, mais à peine Iya se retourne que les deux sœurs ont déjà disparu. Pourtant, l'histoire est loin d'être terminée. Alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, elle sent soudainement quelque chose lui serrer le cou. Ce sont les deux sœurs qui ont attrapé les deux extrémités de leur écharpe et se mettent à courir en cercle autour d'elle, jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à respirer et s'effondre au sol. Heureusement, son assistant la voit à temps et la ramène chez elle. Pendant ce temps, Lyeon se trouve sur la montagne de neige en enfer, les deux bras enchaînés. Il endure la punition avec un corps d'humain ordinaire pendant une semaine, mais dans ce lieu infernal, une semaine équivaut à cette année. Il sent que le sachet de haricots rouges destiné à protéger Iya est tombé. Alors, il déclare à Telupa qu'il veut traverser la montagne des lames, car c'est la seule façon de pouvoir revenir immédiatement dans le monde des vivants pour la sauver. À ce moment-là, Iya s'est réveillée, elle parle à son assistant des deux enfants étranges. Celui-ci lui explique que seuls les esprits, lorsqu'ils prennent forme humaine, adoptent des gestes inverses à ceux des vivants, comme porter leurs chaussures à l'envers. Pour le prouver, il sort un livre et découvre qu'autrefois, le lieu où se déroule la cérémonie funéraire était un ancien cimetière d'enfants, mais Iya remarque alors que son assistant tient le livre à l'envers. À peine a-t-elle relevé ce détail que les lumières de la maison commencent à clignoter violemment, puis l'assistant disparaît. Une seconde plus tard, les deux enfants en question s'agrippent aux jambes de Iya, répétant sans cesse « Donne-nous ton corps, je veux ce corps ». Paniquée, Iya s'enfuit en courant. Elle se réfugie dans un bâtiment voisin et verrouille la porte immédiatement, mais l'horreur continue. De l'autre côté, de nombreux enfants apparaissent soudainement et se mettent à taper frénétiquement contre la porte. Le nombre de bras qui surgissent ne cesse d'augmenter. Iya ne peut que se boucher les oreilles. Elle ignore combien de temps passe, mais finalement, les bruits contre la porte cessent. Pourtant, à peine s'est-elle retournée
que les deux sœurs se retrouvent de nouveau juste devant elle. Paniquée, Ia se précipite sur le toit. Lorsqu'elle regarde derrière elle, tous les enfants qui avaient été enterrés en ce lieu sont maintenant rassemblés. Au même moment, Lion est gravement blessé par une pluie de lames. Il reçoit un coup mortel et s'effondre, inconscient, sur un pont, mais dans son inconscient, il ne voit que l'image de Ia. Alors il tente désespérément de reprendre connaissance, car, pour lui, la mort de Ia serait bien plus douloureuse que n'importe quelle blessure. Il recommence à ramper, centimètre par centimètre. Pendant ce temps, Ia est acculée au bord du toit. À bout de force, elle bascule en arrière. Juste au moment où Ia est sur le point de toucher le sol, Lion apparaît à temps pour la sauver. Ensuite, il retombe dans l'inconscience. Ia le serre dans ses bras, le cœur brisé, le suppliant de ne pas mourir. À cet instant, une larme coule sur sa joue. Une seconde plus tard, une barrière de protection apparaît derrière elle. Finalement, Lion reprend connaissance. Il aperçoit alors le jade du renard à 9 queues émettre une lueur dorée. Il a enfin retrouvé son premier amour. Le lendemain, lorsque Shinju apprend que Lion a été blessé, il se précipite chez lui. En voyant le corps de Lion entièrement recouvert de bandages posés par Ia, il ne peut cacher sa tristesse. À ce moment-là, Ia se réveille en apercevant Shinju. Elle devine immédiatement qu'il est lui aussi un renard à 9 queues. Pour l'instant, tout semble s'être calmé, mais Ia, repensant aux événements de la veille au soir, interroge Lion à propos d'Aeum. À l'époque, Aeum ne quittait pas Lion de la journée sous prétexte d'apprendre le tir à l'arc. Mais en réalité, son but était de tuer son propre père. En fait, Aeum est une princesse, et son père, le roi, est possédé par un démon depuis une période indéterminée. Ce qui a plongé le pays dans une épidémie de choléra. C'est donc au nom du bien commun qu'elle souhaite apprendre à tirer à l'arc. Même si cela signifie sacrifier un membre de sa propre famille, ce démon, c'est le serpent géant. Imuji, à l'époque, Lion ignore totalement qu'Imuji est en train de grandir rapidement pour préparer son retour. L'enfant possédé est terrifiant, des écailles de serpent apparaissent sur son visage, ce qui effraie une femme. Elle baisse les yeux et remarque que le bras de l'enfant est lui aussi couvert d'écailles. Tremblant, elle lui demande s'il s'agit d'une maladie contagieuse. L'enfant la fixe alors d'un regard glacial et cruel, puis lui attrape violemment le bras. En un clin d'œil, le bras de la femme se transforme en cendre sèche. Après un cri déchirant, la femme est entièrement dévorée par l'enfant. En réalité, cet enfant n'est autre qu'Imuji, le serpent géant. Pour accélérer sa croissance, il ordonne à ses serviteurs de prétexter le recrutement de nourrices pour pouvoir se nourrir de chair humaine. Pendant ce temps, l'Iran, bien qu'ayant aidé à la résurrection du serpent, fait preuve de compassion en tentant de sauver un chien blessé. Ce pauvre animal, handicapé de la patte droite, est transformé en machine d'entraînement par 3 joueurs de baseball cruels. Ils s'en servent pour s'exercer au lancer. Au moment où ils s'apprêtent à lancer la deuxième balle, l'Iran surgit et attrape le bras de l'un d'eux pour le tordre violemment vers l'arrière, lui arrachant un cri de douleur. Les deux autres, choqués, lèvent leur batte de baseball, mais Yori intervient immédiatement. Elle les frappe à plusieurs reprises avec une pince à cheveux, mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'Iran sort alors un jeu de cartes. Il s'agit de cartes de la chance ou du châtiment. Celui du milieu tire la carte intitulée Offrir son talent, une carte de la chance. Les 3 hommes poussent alors un soupir de soulagement, mais l'Iran leur annonce aussitôt Offrir son talent. Cela signifie ne plus pouvoir l'utiliser, et il leur tranche les bras, les empêchant définitivement de jouer au baseball. Voilà ce qu'il appelle offrir son talent. Les 3 commencent à pleurer et à le supplier. Mais pourquoi l'Iran agit-il ainsi? En fait, des années auparavant, lorsque les humains ont incendié la montagne, le petit chien que Lion lui avait offert a été gravement blessé. À l'agonie, l'animal souffrait tellement que l'Iran a préféré l'étouffer pour abréger sa douleur. Aujourd'hui, bien qu'il sauve un autre chien, l'Iran refuse de l'adopter, mais Ori, tout comme ce petit chien, a elle aussi été victime de maltraitance humaine. Émue, elle décide alors de l'emmener chez Shinju pour qu'il le soigne, puis lui rend le collier magique permettant de parler aux animaux. La scène se déplace vers Lion. Lors des funérailles, il découvre que le véritable coupable du meurtre des 2 fillettes n'est autre que leur oncle. Ce dernier, après avoir bu, est devenu violent et a tenté d'agresser les 2 enfants. Les fillettes ont fui sur le balcon, refusant de se soumettre. Même au prix de leur vie, finalement, l'oncle les a poussées dans le vide. La vérité est ainsi révélée. Le père des fillettes manque de mourir de chagrin et de rage. La cerise qu'elle tenait dans la main était en fait un cadeau précieux que leur père leur avait offert avant leur mort. À présent, les 2 enfants, apaisés et réconciliés avec leur sort, serrent leur père dans leurs bras une dernière fois, puis se rendent au bureau d'immigration de l'au-delà pour préparer leur réincarnation. Après avoir réglé cette affaire, Lion et ses compagnons vont boire dans un restaurant et parlent de leurs rêves. Lion dit « Moi, je voudrais devenir humain, parce que mon premier amour est une humaine. Je ne veux pas rester en vie alors qu'elle devra traverser la vieillesse, la maladie et la mort. Quant au rêve de Ia, il est très simple, elle souhaite juste pouvoir vivre avec ses parents. » Tôt le lendemain matin, Lion apporte une photo des parents de Ia à Talupa. Il espère qu'elle pourra utiliser son œil céleste pour les localiser, mais Talupa lui répond « Même mes yeux ne peuvent les voir. » Cela signifie que les parents de Ia ne se trouvent ni dans le monde des morts ni dans celui des vivants. Elle lui suggère alors « Tu devrais plutôt demander à celui qui les a enlevés. » Ainsi, Lion prend la photo et se rend chez le dieu local de la montagne du renard à 9 queues. Après l'avoir battu, le dieu local finit par lui avouer que le gouverneur connaît la localisation des parents de Ia. Ce gouverneur était un administrateur local durant la dynastie Joseon. Pendant ce temps, Ia se trouve dans le hall de l'entreprise pour accueillir son oncle. Mais il s'avère que cet homme n'est autre que Arion, le serviteur d'Imuji. Il semble donc évident que l'embauche de Ia dans l'entreprise faisait partie du plan du serpent géant. Le patron, sachant que les missions sur les phénomènes étranges en ville
avait une très bonne audience, a laissé le chef de département Choi emmener les membres de l'équipe fêter cela au restaurant. C'est justement à ce moment-là que Lee Yeon est arrivé au restaurant et a tiré Yi-ah devant tout le monde. Le dieu local, qui venait à peine de raccompagner le grand frère, un véritable fléau, a vu débarquer le petit frère tyrannie. L'Iran a emmené le dieu local jusqu'au bord du toit et l'a interrogé sur la trace du sourcil de tigre. Apparemment, l'Iran est sur le point de semer le chaos à nouveau. De son côté, Lee Yeon a emmené Yi-ah dans un site pittoresque à l'architecture ancienne, où tout le monde portait un hanbok. Il a demandé à Yi-ah de rester là et de l'attendre, en lui disant qu'il avait une affaire à régler. Yi-ah a été attirée par un hanbok rose, et quand Lee Yeon est revenu, elle avait disparu. C'est à ce moment-là que Lee Yeon aperçoit Yi-ah, habillée en hanbok et coiffée à l'ancienne, marchant vers un petit pont. Il écarte un rideau de soie multicolore et découvre que l'apparence de Yi-ah ressemble étrangement à celle d'Aeum. Immédiatement, Lee Yeon se remémore leur séparation alors, poussé par l'émotion, il l'embrasse. Tu ne devinerais jamais que ces deux hommes, si charismatiques, sont en réalité des divinités. Celui en costume est un renard à 9 queues vieux de 1000 ans, et celui en hanbok est un ours noir venu de l'Arctique. Les deux dégainent leur épée et s'engagent dans un duel. Lee Yeon commence par lancer son épée à distance. Le gouverneur ouvre un coffret pour bloquer l'attaque, puis agite son éventail, mais il est immédiatement pris pour cible par Lee Yeon. Le combat s'intensifie. Le gouverneur commence à perdre un peu de terrain, ce qui pousse Lee Yeon à changer de stratégie et à attaquer sous un autre angle. Finalement, ils jettent leurs armées, se battent à main nue. Lee Yeon projette le gouverneur au loin et ramasse son épée. Le gouverneur sort alors un miroir yin-yang qui redirigeait la lame vers Yi-ah. Heureusement, Lee Yeon parvient à intercepter l'attaque juste à temps. Mais pourquoi ces deux divinités se battent-elles? Le gouverneur est lui aussi un dieu de la montagne. Tout comme Lee Yeon, il détient la vérité sur la disparition des parents de Yi-ah. Il vit reclus dans un site ancien au style architectural traditionnel, à moins qu'il ne choisisse de se montrer. Lee Yeon n'a aucun moyen de le retrouver. Lee Yeon et Yi-ah vont ensuite consulter un voyant. Celui-ci leur prend chacun une photo, puis annonce que, dans une vie antérieure, Yi-ah était une princesse, ce qui commence à convaincre un peu Lee Yeon. Puis, en jetant un œil à son téléphone, le voyant déclare que dans sa vie antérieure, Lee Yeon était un traître. Le visage de ce dernier s'assombrit aussitôt. En réalité, le voyant s'appuie sur une application mobile pour tromper les gens, mais alors que le couple s'apprête à partir, il les met soudainement en garde. Ils ne devraient pas rester ensemble, à moins d'être prêts à ce que l'un des deux meure. À la sortie, les paroles du voyant leur laissent un léger malaise. Soudain, une flèche porteuse d'un message surgit, une invitation du gouverneur, mais à leur arrivée, contre toute attente, le gouverneur ordonne à ses hommes de les encercler. Les portes se referment. C'est un véritable piège, une embuscade pour enfermer le renard à 9 queues. Lee Yeon dit à Yi-ah de rester à l'écart et lui demande 5 minutes. Aussitôt, une vingtaine de soldats foncent sur lui. Lee Yeon esquive leurs attaques avec agilité, puis se retourne et met au sol, à main nue, un homme de 75 kilos. Les soldats, voyant qu'ils n'avaient aucune chance de gagner, décident de détourner leur attaque vers Yi-ah pour distraire Lee Yeon. En les voyant faire, Lee Yeon réagit aussitôt, d'un mouvement du bras, il fait s'envoler une lance, puis la frappe du pied pour qu'elle atteigne en plein front l'un des soldats, mais le gouverneur intervient juste à temps pour bloquer l'attaque. Il se retourne et avertit ses hommes de ne pas faire de mal aux innocents. Ensuite, il emmène Yi-ah sur la tribune afin que Lee Yeon puisse se concentrer pleinement sur le combat. En moins de 30 secondes, le duel est terminé, mais ce n'est pas fini. Le gouverneur descend sur le terrain pour affronter Lee Yeon en duel singulier. Résultat, il manque de peu de tuer Yi-ah avec le miroir yin-yang. On découvre alors que ce miroir est en réalité un artefact sacré, utilisé par les dieux de la montagne pour protéger toutes les créatures. Quant à Lee Yeon, son artefact divin est une perle de renard à 9 queues. Ensuite, les deux combattants abandonnent leurs armes et poursuivent le combat à main nue. Finalement, Lee Yeon remporte la victoire. En réalité, ces deux-là sont de vieux amis. À chaque rencontre, ils ne peuvent s'empêcher de se mesurer l'un à l'autre. À ce moment-là, ils discutent enfin de la raison de leur venue. Le gouverneur révèle alors la vérité. Avant que tout cela n'arrive, un homme en costume bleu, dont il n'a pas vu clairement le visage, était venu le trouver. Cet homme lui a annoncé qu'un événement surviendrait sur la montagne du renard à 9 queues le 3 mars. Il lui a demandé de prêter ses soldats pour une mission, mais le gouverneur a catégoriquement refusé. Aujourd'hui, il ne se souvient que d'un détail, l'homme portait sur le front deux caractères tatoués, Chang'an. Il s'agit d'une encre ancienne utilisée pour marquer les criminels de leurs crimes. Yi-ah, en s'appuyant sur cette trace de punition, en déduit que cet homme vient d'une époque antérieure à la dynastie Joseon, mais ce que le gouverneur dit ensuite va encore plus loin, et surprend profondément. Yi-ah, en réalité, la cible de l'accident de voiture, c'était elle. Le gouverneur profite du moment où Yi-ah reste figée de stupeur pour parler en privé avec Lee Yeon. Ne reste pas près d'elle. Cet homme a dit qu'elle portait les écailles d'un roi, et en même temps, le malheur d'un roi. Lee Yeon commence à ressentir une certaine inquiétude. À ce moment-là, l'Iran l'appelle, il veut le rencontrer. Ça tombe bien, Lee Yeon a justement un plan pour retrouver l'homme mystérieux. Il trempe un pinceau dans de l'eau, trace un caractère magique sur le bout de sa chaussure, puis récite une incantation, aller à la rencontre de celui qui porte un tatouage de criminel sur le front. Ensuite, il part voir l'Iran. Quelques minutes auparavant, l'Iran avait déjà racheté le sourcil de tigre, sous forme de lunettes fabriquées à partir de ses poils, mais le voyant lui avait demandé d'offrir en échange ce qu'il avait de plus précieux. C'est pour cela qu'il cherche Lee Yeon. Le voyant retire ses lunettes, révélant une paire d'yeux de tigre blanc. Il utilise une loupe pour vérifier si Lee Yeon est bien la personne la plus précieuse aux yeux de l'Iran, puis lui remet les lunettes faites en sourcil de tigre. Après être sorti, l'Iran se rend compte que ses chaussures ont disparu. Il n'a donc pas d'autre choix que de chausser
chaussée celle de Lee Yeon, ce dernier tente de le poursuivre, mais le voyant l'arrêtant le retenant avec un bâton, puis le range dans un sac magique pouvant contenir n'importe quoi. À ce moment-là, l'Iran est déjà loin. Ia, elle, hésite, doit-elle aller sauver Lee Yeon ou courir après l'Iran? Mais que se passe-t-il exactement? Une seconde plus tôt, cette femme était encore en train de faire un cauchemar, et la seconde d'après, elle se retrouve dans une pièce recouverte de talismans, un jeune garçon se tient debout face à elle. À ce moment-là, le garçon se retourne et dit « Bonjour ». Ia, terrifié, se réveille en sursaut, mais soudain, des écailles de serpent apparaissent sur son cou. On découvre alors que Ia n'a plus la perle du renard à 9 queues, et que le garçon n'est autre que Imuji, le grand serpent. Mais pourquoi la perle du renard à 9 queues a-t-elle disparu? En réalité, Ia avait décidé de sauver Lee Yeon. Pour cela, elle avait offert la boîte à musique que ses parents lui avaient léguée en échange auprès du voyant, mais ce dernier avait exigé plus. Il avait perçu qu'elle possédait quelque chose d'encore plus précieux, ne voyant pas d'autre solution, et uniquement dans le but de sauver Lee Yeon. Ia lui avait alors remis la perle du renard à 9 queues. Juste après, une nouvelle ligne de destinée était apparue dans la paume de Ia, et Imuji l'avait immédiatement ressenti. C'est ainsi que, lorsqu'Ia était rentrée chez elle et s'était endormie, il avait silencieusement activé les écailles de serpent en elle. Libéré, Lee Yeon part aussitôt à la recherche de Talripa. Il lui dit « Imuji n'est pas mort, le destin de Ia ne devrait pas être ainsi ». Talripa lui répond « Si la perle du renard à 9 queues n'est plus en elle, alors les écailles de serpent réapparaîtront. Tout cela fait partie du destin de Ia ». Il semble que Talripa ait compris depuis longtemps que Ia est la réincarnation d'Aeum. Elle héritera donc du même destin. Cette révélation met Lee Yeon dans une colère noire. Tous les miroirs explosent et foncent droit sur Talripa. Mais Talripa, sœur du roi des enfers, possède une puissance illimitée. Elle parvient à stopper instantanément tous les éclats de verre en plein vol. C'est alors que Yeon fait irruption pour interrompre leur affrontement. Il avertit Lee Yeon « Je t'ai déjà dit de ne pas t'impliquer là-dedans, sinon, l'un de vous deux, toi ou Ia, mourra inévitablement ». Mais Lee Yeon n'est pas prêt à renoncer. Il protégera Ia, quoi qu'il en coûte. La scène se déplace vers l'Iran. Il se rend chez le patron de Ia. En réalité, cet homme est justement l'individu mystérieux que tout le monde cherche. Il demande à l'Iran ce qu'il fait là. L'Iran reste figé un instant, avant de comprendre qu'il est tombé dans le piège tendu par Lee Yeon. À ce moment précis, le caractère « Libération » inscrit sur sa chaussure disparaît soudainement. Furieux d'avoir été piégé, l'Iran se rend dans un bar pour noyer son agacement dans l'alcool. Là, il se remémore sa mère. La mère de l'Iran était humaine, mais elle avait honte d'avoir donné naissance à un monstre comme lui. Quand il était petit, elle avait prétexté aller cueillir des fruits et lui avait dit d'attendre près d'un rocher, mais à la place, c'est un démon affamé qui s'était approché de lui. C'est ainsi qu'il avait compris. Sa mère l'avait abandonné. En sortant du bar, un petit garçon le bouscule, le poussant sur le côté. Grâce à ce geste, l'Iran évite de justesse une moto qui fonçait vers lui. Le garçon lève le pouce, l'air naïf et maladroit. Ce genre de comportement exaspère l'Iran, qui tourne aussitôt les talons pour s'éloigner, mais, sans le vouloir, il fait tomber ses lunettes. Le garçon maladroit les ramasse. Pendant ce temps, Lee Yeon continue de jouer les gardes du corps, toujours collé à Ia. Même quand elle dort, il veut dormir à ses côtés. Il est clair que des sentiments se développent entre eux. Mais cette nuit-là, Lee Yeon n'arrive pas à trouver le sommeil. Ia lui donne un conseil. Quand tu ne peux pas dormir, pense à des choses qui te rendent heureux. Elle lui donne quelques exemples. L'odeur du riz fraîchement cuit, ou encore ses baskets toutes neuves. Elle dit cela en sombrant doucement dans le sommeil. Le lendemain, Lee Yeon accompagne Ia au travail. En parallèle, il ordonne à Shin-ju de surveiller l'Iran pour tenter de retrouver l'homme mystérieux. Parce que Lee Yeon sait qu'il est lié à un Muji, et qu'un Muji est lui-même lié à l'Iran, tandis qu'un Muji, à ce moment-là, est en train d'interrompre brutalement le cycle de la réincarnation. Un cri strident, perçant l'air, résonne dans tout le manoir. Juste après, une femme pousse la porte et s'enfuit en courant, se retournant sans cesse comme si quelque chose de terrifiant la poursuivait. C'est alors qu'une main l'attrape brusquement. C'est un Muji. Des écailles de serpent recouvrent son visage impassible. Il la tire d'une seule main, pendant que la femme s'agrippe désespérément au sol. C'est sa lutte ultime avant de mourir, mais même ses faux ongles tombés par terre ne servent à rien. Elle est quand même dévorée. En un clin d'œil, il ne reste d'elle qu'un squelette. Une fois son repas terminé, un Muji achève enfin son évolution. Il prend l'apparence d'un jeune homme séduisant. Pendant ce temps, l'Iran, le véritable responsable de la résurrection du grand serpent, cherche désespérément les lunettes qu'il a perdues. Shin-ju continue de le suivre discrètement, jusqu'à ce qu'il découvre que Yuri est en réalité complice de l'Iran. Yuri informe ce dernier que les lunettes sont entre les mains d'un garçon. Ce garçon, qui porte les lunettes, observe les passants d'un air naïf, un grand sourire aux lèvres, mais au lieu d'aller le chercher tout de suite, l'Iran choisit d'attaquer Shin-ju, qui est en train de le surveiller. Il l'entraîne jusqu'au parking et le passe à tabac. Ensuite, il envoie une photo de Shin-ju à Lee Yeon, exigeant une rencontre en tête-à-tête. Dès que Lee Yeon part à sa rencontre, Ia et ses collègues croisent le garçon dans la rue. Il le voit retirer puis remettre ses lunettes. À travers elle, le garçon aperçoit les vies antérieures des gens. La scénariste était une courtisane du palais, et l'assistant un eunuque. Il s'avère que ces lunettes, fabriquées à partir de sourcils de tigre, permettent de voir les vies antérieures des gens. En regardant Ia, le garçon éclate soudainement en sanglots et ne laisse échapper qu'une phrase « Ton visage fait vraiment peur », avant de s'enfuir en courant. Nous venons d'assister une fois de plus à l'amour et à la haine entre les deux frères. Lee Yeon rejoint l'Iran au parking et lui demande « Il y a tant de façons de me nuire, pourquoi choisis-tu toujours cette personne ?» L'Iran, visiblement excité, lui répond « Je veux voir ce qui se passerait si le passé se répétait », mais Lee Yeon rétorque « Tu t'es fait prendre par leurs points faibles, n'est-ce pas ?» À ces mots,
nouveau, l'expression de l'Iran change, on comprend que Liéon a visé juste. L'Iran, un renard à 9 queues, a probablement une dette envers quelqu'un et a donc signé un pacte pour la rembourser, devenant ainsi complice du mal. Pourtant, à en juger par son visage, il ne semble pas du tout contraint, au contraire, il semble presque réjoui. Cette fois, ce que l'Iran veut vraiment savoir, c'est, si aujourd'hui, c'est lui qui se faisait battre, est-ce que Liéon viendrait le sauver? Et Liéon choisit sciemment de lui répondre, sauve-toi toi-même. Alors, l'Iran lance une autre provocation, si cette femme découvrait ton histoire passée, resterait-elle encore à tes côtés? C'est la goutte de trop pour Liéon, il avertit l'Iran d'un ton glacial, si tu oses la toucher, cette fois, je te tuerai pour de bon. À ce moment-là, Yuri appelle l'Iran pour lui dire qu'elle a trouvé l'emplacement du garçon, les deux frères se séparent à nouveau, dans une atmosphère tendue et lourde de non-dits. L'Iran part en hâte, retrouve le garçon et réussit à récupérer les lunettes, mais, par inadvertance, il voit la vie antérieure du garçon, c'était son petit chien, les souvenirs affluent brutalement, le cœur de l'Iran se serre, submergé par l'émotion, il emmène le garçon manger pour tenter de combler ce vide immense en lui. Le soir venu, Ia et ses collègues se rendent à la villa de Haryong pour dîner, le chef de service Choi, en voyant l'arbuste aux lanternes, dit à Ia, je me souviens que le fruit de cette plante est utilisé pour attirer les serpents. En parlant, il tend la main pour le toucher, mais heureusement, Haryong l'arrête à temps. Haryong explique alors qu'il y a deux règles à respecter chez lui. Premièrement, il ne faut pas y toucher. Deuxièmement, il est interdit de monter au deuxième étage. Ils prennent leur repas dans le jardin. Après un moment, Ia retourne dans la villa pour aller aux toilettes. C'est alors qu'elle entend soudainement, à l'étage, des bruits de pas en chaussons et des coups frappés à une porte. En réalité, un muji utilise la main d'un cadavre desséché pour taper à la porte, dans le but d'attirer Ia à l'étage. Comme prévu, Ia suit les bruits et monte, mais soudain, elle se ravise, se disant que ce n'est pas très poli. Alors qu'elle s'apprête à redescendre, elle marche sur quelque chose, Ia le ramasse, c'est un faux ongle. Au même moment, les coups se font entendre de nouveau, Ia s'approche de la porte, derrière, un muji murmure, entre vite, comme ensorcelé, Ia tend la main vers la poignée, mais à cet instant, Lion l'appelle pour lui dire qu'ils se retrouveront bientôt chez elle. Haryong arrive alors et ramène Ia à table. Quant à Lion, après avoir accompagné Shinju chez lui, il se rend directement chez Ia, décidé à faire les choses qu'elle aime. La première, c'est lui préparer un repas. La seconde, c'est lui offrir une nouvelle paire de baskets. Il sort donc pour en acheter. Pendant qu'il choisit, l'Iran l'appelle et lui dit, j'ai offert un cadeau à Ia, des lunettes faites avec des sourcils de tigre. Cette nouvelle pousse Lion à se précipiter pour rentrer. À ce moment-là, Ia vient juste de rentrer chez elle lorsqu'elle reçoit un colis contenant des lunettes devant sa porte. Curieuse, Ia les met et se tient devant le miroir. Une seconde plus tard, elle voit dans le miroir l'image d'Aum portant un hanbok et la scène où Lion tue Aum. Juste à ce moment-là, Lion rentre chez lui. Ia, en larmes, lui dit, en fait, tu m'as utilisé comme un sacrifice pour capturer le serpent, puis tu m'as abandonné. Elle voit sa vie antérieure, celle d'une princesse, mais son père était un monstre car il avait des écailles de serpent sur le visage et les mains. Il s'avère qu'il a été possédé par un muji qui lui a volé son corps. Dans sa vie antérieure, Ia s'appelait Aum, elle tenait un arc et tirait une flèche vers un muji, mais la flèche a dévié et a frappé le trône. Elle menaçait un muji de quitter le corps de son père, mais en réalité, si elle avait tué le serpent, son père serait aussi mort. Il se révèle qu'Aum était destiné à être un sacrifice pour un muji dès sa naissance. Son père, pour la sauver, a donné son propre corps à un muji, mais les humains possédés par des démons ne peuvent pas vivre plus de 3 jours. Un muji lui dit que la seule façon de sauver son père serait de faire venir le dieu de la montagne. Comment Aum réagirait-elle? Vous ne devinerez jamais qu'Aum accepte la demande d'un muji. Ne l'aime-t-elle pas? Lion, bien sûr que non, c'est absolument impossible, mais Aum explique que le dieu de la montagne ne peut descendre de la montagne. Elle demande à un muji de la posséder pour aller chercher Lion, car Aum croit que Lion peut sûrement tuer un muji. Cependant, contre toute attente, Lion change brusquement d'attitude, disant à un muji, tu pensais vraiment qu'en utilisant Aum comme appât, je vais tomber dans le piège? Tu n'as jamais imaginé que je pourrais l'utiliser comme appât pour t'attirer toi. Un muji est complètement stupéfait et sort immédiatement son épée pour attaquer Lion, mais il n'est pas de taille face au dieu de la montagne. Il se transforme rapidement en une forme pitoyable et prend l'apparence d'Aum pour supplier son pardon, mais Lion l'achève avec ses griffes. Aum meurt également. Ia découvre la vérité et est profondément bouleversé. À ce moment-là, Lion revient à la maison. Ia lui reproche de n'avoir pas hésité à utiliser tous les moyens pour atteindre son objectif. Lion admet sans détour qu'il a agi ainsi, car il se souvient des paroles de Yeong. Lui et Ia ne pouvaient en laisser qu'un seul vivant. Si l'un devait absolument mourir, Lion espérait que ce serait lui. Une douleur brève vaut mieux qu'une douleur prolongée. Ainsi, il a utilisé cette méthode pour pousser Ia à s'éloigner de lui. Ensuite, Lion se rend au restaurant de la mariée à Coquille, où l'Iran vient immédiatement pour voir le spectacle de son frère aîné, mais Lion préfère jouer aux échecs avec son frère cadet. Autrefois, quand Lion était encore le dieu de la montagne, il laissait volontairement l'Iran gagner pour lui faire plaisir, car l'Iran avait été abandonné par sa mère. Il était poursuivi par un démon affamé, un esprit qui était mort de faim. L'Iran, terrifié, attrapait une pierre pour frapper le démon. Il s'enfuyait jusqu'à un grand arbre, mais une seconde plus tard, un autre démon affamé descendait de l'arbre, prêt à le dévorer. Juste au moment critique, une épée fendait l'air pour envoyer le démon en enfer. La personne qui était arrivée était Lion. Il jetait l'autre démon affamé sur une branche et se dirigeait vers l'Iran, son demi-frère. Lion regarde l'Iran avec un regard moqueur, pensant qu'il n'a pas la volonté de survivre. Il lui dit, si tu ne peux pas te sauver toi-même,
toi-même, personne ne pourra te sauver. Ces mots réveillent l'Iran, qui décide de suivre Liéon. Liéon sait que l'Iran a peur d'être abandonné, c'est pourquoi il a agi ainsi pour lui montrer de l'attention. En pensant à cela, l'Iran se rend chez le propriétaire de Hiya pour trouver un muji, mais à sa grande surprise, il voit l'homme en train de souffrir d'une crise cardiaque. Il cueille un fruit en forme de lanterne et l'inhale pour revenir à la normale. Il s'avère que ces fruits noirs sont en réalité des âmes humaines, utilisées pour maintenir la vie de l'homme tout en prenant aussi ses souvenirs. À ce moment-là, un muji apparaît. D'un coup d'œil, il comprend que l'Iran a été abandonné par Liéon. L'Iran demande à ce qu'il tue Hiya, mais un muji préfère que Hiya devienne sa femme. La scène change pour Hiya, qui essaie d'atténuer sa tristesse suite à une rupture en se consacrant à son travail. En voyant le scénariste et son assistant, elle se souvient soudainement que dans sa vie antérieure, ces deux-là étaient une de ses servantes et un eunuque. Elle pense alors à utiliser le thème de sa vie antérieure dans son émission pour parler des phénomènes étranges en ville. Ensuite, elle se rend dans un hôpital psychiatrique pour rencontrer un médecin, un ami de sa mère, afin d'obtenir des documents liés à ce sujet. Cependant, elle découvre que sa mère était aussi venue demander des informations sur sa vie antérieure. De plus, elle avait amené Hiya, alors âgée de 9 ans, pour une séance d'hypnothérapie, mais Hiya n'a aucun souvenir de ces événements. Le médecin lui donne alors un disque contenant l'enregistrement de la séance d'hypnose. Hiya revient à l'entreprise, elle ouvre son ordinateur, mais tombe sur une scène terrifiante. Une petite fille au comportement étrange fixe intensément le mur derrière la femme et lit avec précision les notes autocollantes qui y sont collées. Ce n'est pas un appel vidéo, mais un enregistrement qui date de très longtemps. Le plus effrayant, c'est que cette fillette, c'est la femme elle-même quand elle était enfant. Il s'avère que cette vidéo montre Hiya hypnotisée à l'âge de 9 ans. Après avoir été hypnotisée, elle devient étrangement adorable, comme si elle s'était transformée en une autre personne. Elle se souvient alors de la scène où elle tue quelqu'un, affichant une expression de fierté malsaine. Le médecin, paniqué, tente de la réveiller mais prend peur. Cet état, c'est un muji. La petite Hiya fixe la grande Hiya et dit « Je suis née dans une grotte, un mois intercalaire d'une année intercalaire. C'était une tombe où l'on enterrait les victimes d'une épidémie. Un muji est né là-bas. » Elle affirme aussi qu'elle retrouvera Liéon pour un combat final. Puis, tout à coup, elle lit une phrase écrite dans le dos de Hiya, ce qui pousse cette dernière à éteindre l'ordinateur en panique. Elle sort pour reprendre ses esprits mais croise une femme en bleu. Cette femme force Hiya à prendre une bouteille de jus de légumes, et au moment de partir, elle lui glisse à l'oreille « Ce que tu crains le plus, c'est bien la montagne du renard à 9 queues, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, une chanson étrange retentit, la femme pousse la porte et disparaît. Hiya a fait de même pour la suivre, et, une seconde plus tard, elle se retrouve projetée dans son enfance, juste avant l'accident de voiture, le moment même où elle avait reçu la boîte à musique. Quelques minutes auparavant, cette même femme en bleu était apparue devant l'Iran, après lui avoir remis une bouteille de jus de légumes. La même chanson étrange résonne à nouveau, mais cette fois, dans l'armoire, l'Iran l'ouvre, et se retrouve instantanément transporté dans son enfance, dans la maison où il vivait autrefois avec sa mère. Soudain, un villageois frappe l'Iran par derrière. Lorsqu'il se retourne, tous les habitants se mettent à l'insulter. « Tu as mangé le foie du bétail, à cause de toi, ils ne peuvent plus survivre, tu es un monstre. » Pendant ce temps, la mère de l'Iran, debout dans la maison, se contente d'observer la scène avec indifférence. Sans bouger, l'Iran entre dans la maison, mais sa mère le rejette froidement et le met dehors sans la moindre hésitation. Puis, l'Iran sent soudain une douleur derrière la tête. Lorsqu'il porte la main à l'arrière de son crâne, il découvre du sang frais. Il comprend alors que ce n'est pas un rêve. La scène change brusquement, et l'on se retrouve sur la montagne des esprits affamés. La femme en bleu réapparaît. Elle prévient l'Iran « Si tu meurs ici, tu mourras vraiment. » Elle lui révèle ensuite qu'elle est en réalité un démon obscur, spécialisé dans l'ingestion des peurs les plus profondes des êtres humains. Sa spécialité est de créer des illusions effrayantes. Elle se rend ensuite auprès de Liéon et lui dit « Il y a ici deux portes, derrière l'une, ton petit frère, derrière l'autre, ton premier amour, qui choisis-tu de sauver ?» Liéon comprend aussitôt que cette femme est l'allié qu'un muji a envoyé. Pendant ce temps, de l'autre côté, Hiya entend sa mère parler d'hypnose. Elle découvre que sa mère soupçonnait depuis longtemps que quelque chose n'allait pas chez elle, mais Hiya n'a pas le temps de réfléchir davantage. Elle tente désespérément de convaincre son père d'arrêter la voiture, mais ni lui ni sa mère ne l'entendent. L'accident finit quand même par se produire. À cet instant précis, un muji et la femme en bleu apparaissent. Tous deux sont stupéfaits par le choix de Liéon. Ils décident de sauver l'Iran. De leur côté, l'Iran et Liéon se retrouvent encerclés par une horde de démons affamés. L'un brandit une épée, l'autre une hache. Ensemble, ils foncent au cœur de la mêlée et massacrent les démons qui les entourent. On voit l'Iran poser un genou à terre. Liéon prend appui sur son dos pour s'élancer dans les airs, puis abat son épée en pleine chute, tuant un démon affamé d'un seul coup. Bien qu'ils se battent vaillamment comme des tigres, les deux frères ne parviennent pas à tenir tête à la horde de démons affamés qui continuent d'affluer. Incapables d'utiliser la magie dans cet endroit, ils n'ont d'autre choix que de fuir. Ils attirent les démons vers un endroit où un tronc d'arbre bloque le passage. Mais l'un des monstres parvient tout de même à se faufiler et mord l'Iran à la jambe. Il est aussitôt tué par Liéon d'un coup d'épée. Ensuite, ils trouvent refuge dans une grotte où ils sont temporairement en sécurité. Les blessures de l'Iran sont infectées, provoquant une forte fièvre. D'ici une heure, le poison se sera propagé dans tout son corps. À ce moment-là, le démon rouge arrive déjà à leur poursuite. Liéon doit faire sortir son frère de là au plus vite. Pendant ce temps, Hiya se réveille et aperçoit sa mère. Elle se méfie, et si c'était un renard à 9 queues déguisé, pour le vérifier, elle prétend vouloir manger un gâteau à la noix et s'empare discrètement d'un cutter. Mais sa mère lui pince le nez et la gronde. « Tu es allergique aux fruits à coque, et tu veux encore manger ça ?» À ces mots,
nouveau, Iya éclate en sanglots, elle réalise qu'elle vient vraiment de retrouver sa mère. De l'autre côté, l'Iran, accablé par la douleur, décide d'abandonner, mais c'est justement cela qui marque le début de la mort. Dès qu'on ressent la douleur, la porte vers la réalité commence à s'effacer peu à peu. À ce moment-là, l'Iran demande à Liéon, pourquoi tu sauves celui que tu voulais tuer? Liéon lui répond franchement que son épée n'a jamais épargné personne, et d'ailleurs, le jour où il l'a frappé, il a volontairement évité de le tuer. En apprenant la vérité, l'Iran retrouve aussitôt sa volonté de vivre, il se relève et suit son frère, les deux frères sont enfin réconciliés, comme au tout début, mais les démons affamés ne tardent pas à les rattraper, les acculant au bord d'un précipice. Liéon dit à l'Iran de penser au souvenir le plus terrifiant, l'Iran répond qu'il y en a eu deux, une fois, c'était à cause de leur mère, une autre fois, à cause de son frère, mais Liéon affirme fermement, je ne t'ai jamais abandonné. L'Iran fait alors un effort pour se souvenir de la chose la plus horrible qu'il ait vécue, et soudain, sur la falaise d'en face, une porte apparaît réellement, les deux hommes sont dans une situation désespérée, devant eux, un précipice abrupt. Derrière eux, les démons affamés les poursuivent, la seule voie de salut est cette porte sur la paroi opposée, Liéon et l'Iran prennent de l'élan, on voit l'Iran sauter dans le vide et atterrir sur la falaise d'en face, Liéon reste seul derrière pour retenir les démons et gagner du temps, l'un des démons parvient à sauter de l'autre côté et attrape la jambe de l'Iran, mais ce démon n'est autre que la propre mère de l'Iran. Liéon repousse violemment les autres démons, puis saute à son tour et enlace la mère de l'Iran, ensemble, ils tombent dans le vide, l'Iran, impuissant, est submergé par le chagrin, mais son âme finit par regagner son corps, et il se réveille dans le monde réel, toutes les blessures qu'il a subies dans l'autre monde réapparaissent sur son corps physique, ce qui le fait immédiatement perdre connaissance. Yuri supplie Shinju de tout faire pour sauver l'Iran, de son côté, Shinju sait. Déjà agenouillé devant Telupa, il est prêt à tout sacrifier pour sauver Liéon et Iya, et il parvient à obtenir le fil de vie. À ce moment-là, Shinju demande à Yeong pourquoi Liéon n'a pas sauvé Iya, celui-ci répond que Liéon savait qu'après avoir retrouvé ses parents, plus personne ne pourrait pénétrer dans le monde intérieur de Iya. Shinju retourne alors à l'hôpital, prend Iya sur son dos et la dépose à côté de Liéon. Ensuite, le fil de vie est attaché à leur poignet. À ce moment-là, Iya mène une vie heureuse aux côtés de ses parents. En feuilletant ensemble un vieil album photo, elle découvre même que ses parents ont conservé l'œillet qu'elle leur avait offert lorsqu'elle était petite. Pendant le repas, en observant ses parents manger, Iya pense soudainement à Liéon, mais elle ne sait plus qui il est, parce qu'elle a choisi de rester dans ce monde heureux. Toutes les personnes et tous les souvenirs du monde réel sont peu à peu en train de s'effacer. Soudain, le téléphone sonne, Iya décroche, au bout du fil, c'est Liéon, mais elle l'a oublié. Liéon lui rappelle, tu dois te souvenir, c'est la seule façon pour que tu puisses revenir dans la réalité par toi-même, je t'attendrai, quoi qu'il arrive. Iya reste plongée dans ses pensées. Elle aperçoit un bouquet d'armoises, ce n'est pas un cadeau de ses parents, alors elle prend un stylo et se le plante dans la main, cette douleur vive ravive enfin ses souvenirs, elle se rappelle de Liéon, elle comprend aussi que ses parents, dans ce monde-là, ne sont pas réels, alors, malgré la peine, elle accepte de leur dire au revoir, et finalement, elle se réveille dans le monde réel. Pendant ce temps, Liéon est piégé dans un monde désertique et vide, c'est la plus grande peur enfouie. Au fond de lui, la solitude absolue, il comprend que Shinju a utilisé le fil de vie, car le caractère Anja signifiant « connexion » est apparu dans la paume de sa main, ce qui lui a permis d'entrer en contact avec Iya. Liéon marche longtemps, sans jamais trouver la sortie, il finit par perdre tout espoir, s'effondre dans le désert et ferme les yeux. À la tombée de la nuit, la femme en bleu réapparaît enfin, elle perçoit la respiration faible de Liéon, au bord de la mort. Elle se moque de Liéon, affirmant que, qu'il soit fort ou faible, il finira de toute façon par être possédé par l'inmugie et que cela plongera le monde dans le chaos. Liéon, à bout de force, s'agenouille devant elle et la femme en bleu, il vérifie si Iya est bien rentrée chez elle, la femme lui répond avec un plaisir évident que Iya est sortie, mais une seconde plus tard, Liéon se met à sourire puis se relève. En réalité, Liéon avait intentionnellement sauté dans le ravin avec le démon affamé pour se mettre dans un état misérable, tout cela dans le but d'attirer la femme en bleu. Liéon lui dit, cette fois, c'est à mon tour de poser une question, de quoi as-tu le plus peur? Au fond, si je ne me trompe pas, tu es en train de mourir à petit feu, aucun conte de fées n'a jamais été écrit pour toi, c'est pour ça que les humains t'ont oublié, abandonné, honteuse et furieuse. La femme en bleu le maudit, tu vivras pour l'éternité dans l'enfer que j'ai créé. Ensuite, elle tente de s'éloigner, mais ses pieds restent collés au sol, car elle se trouve dans un monde que Liéon a créé. Ici, c'est mon territoire, alors je décide des règles, dit-il. Liéon tend alors la main et attrape l'inmugie à travers la femme. En un instant, il a accès au monde de l'inmugie. Ce dernier, fou de rage, utilise toute sa force pour repousser la main de Liéon, mais celui-ci parvient à lui arracher un bouton de sa veste. Il lui lance, je viendrai te capturer bientôt. Attends-moi. Le lendemain, alors que Iya se rend au travail, la pluie commence à tomber. En regardant devant elle, elle aperçoit un parapluie rouge brodé de fleurs, et Liéon, celui qu'elle attendait avec tant d'impatience. Sous la pluie, ils s'embrassent. Cette momie était dissimulée dans un mur, son bras droit s'étendait vers l'avant, ses yeux ronds étaient écarquillés de peur et sa bouche grande ouverte. Tous ces éléments montrent que cette personne est littéralement morte de peur. Les deux policiers restent figés. En se basant sur ses vêtements, on remarque que la momie porte une tenue moderne, ce qui prouve qu'il ne s'agit certainement pas d'un corps datant de l'époque ancienne. Mais alors, qui est le véritable coupable? Il s'avère que toute cette affaire est liée à l'inmugie. L'inmugie, avide de pouvoir, souhaite remplacer le renard à neuf que Liéon en tant que dieu de la montagne, et épouser le premier amour de Liéon, Aum, pour atteindre ainsi le sommet de sa vie. Autrefois,
Aum avait avoué ses sentiments à Li Yeon en lui offrant un fruit de Ginkgo, mais il l'avait froidement rejeté, car l'écart de longévité entre les humains et les êtres immortels était bien trop grand, et Li Yeon ne voulait pas, après avoir aimé, finir par rester seul à vivre sur ce monde. Un jour, alors que Li Yeon descend de la montagne pour punir un monstre qui tourmentait les humains, il perd progressivement ses pouvoirs divins, car un dieu de la montagne affaiblit sa force sacrée en quittant son territoire, et finit gravement blessé. Les villageois découvrent alors qu'il est un renard. Dissimulant ses queues, heureusement, Aum apparaît à temps et sauve Li Yeon de leur poursuite. C'est à ce moment-là que les deux se rapprochent, mais l'Inmuji veut exploiter leur lien sentimental. Il prend possession du corps d'Aum et se fait passer pour elle afin de tromper Li Yeon. Profitant d'un moment d'inattention, il saisit une épée et tente de la planter droit dans le cœur de Li Yeon. C'est alors qu'Aum reprend soudainement conscience et jette immédiatement l'arme. Elle regarde ses mains, couvertes du sang d'innocents. Pour ne pas blesser davantage Li Yeon ni tuer d'innocents, Aum invoque le pacte de gratitude qui la lie à Li Yeon, car elle l'avait sauvé autrefois, et lui demande de la tuer. En effet, chez les renards à 9 queues, une dette doit toujours être remboursée. On voit alors la bague du pacte disparaître peu à peu, des griffes de renard à 9 queues poussent sur la main de Li Yeon, et, incapable de se contrôler, il transperce le cœur d'Aum. Au même moment, l'Inmuji disparaît également. Aujourd'hui, l'Inmuji est revenu à la vie, il a dû dévorer d'innombrables êtres humains pour pouvoir reformer un corps physique. La momie retrouvée n'est autre qu'un des réceptacles servant à sa résurrection. Quant à Aum, elle s'est réincarnée sous le nom de Yi. Li Yeon disperse alors le fruit magique sur la montagne qu'il avait autrefois gouvernée. Il décide de ne plus rester prisonnier du passé. Désormais, il veut vivre pleinement dans le présent avec Ia. Ensuite, viendra le moment d'affronter l'Inmuji. Li Yeon et Ia se séparent pour aller chercher leur compagnon. Li Yeon, une fleur d'azalée à la main, part à la recherche de l'Iran, car ce dernier avait confié, dans la forêt des démons affamés, que la chose qui lui manquait le plus était la fleur d'azalée de cette même forêt, mais l'Iran n'est pas chez lui. Quelques minutes auparavant, Ariom est venu le voir et l'a emmené. Il avait remarqué que le visage de l'Iran était extrêmement pâle, alors il lui a proposé de manger un fruit lanterne, fruit qui absorbe l'âme humaine pour nourrir le corps. Contre toute attente, l'Iran refuse. En effet, à cause des graves blessures qu'il a subies dans la forêt des démons affamés, sa vie touche à sa fin. À l'époque, Li Yeon l'avait puni avec son épée, et ce n'est que grâce au fruit lanterne que Ariom avait pu lui sauver la vie, puisque les renards à 9 queues remboursent toujours leurs dettes. Un pacte lie aussi ces deux-là. Ariom exige alors que l'Iran lui livre Li Yeon dans un délai de 2 jours. Ce n'est qu'à cette condition qu'il acceptera de rompre le pacte de reconnaissance. De son côté, Ia montre à la scénariste et à son assistante une paire de lunettes faites avec des sourcils de tigre. Grâce à cet objet magique, elles peuvent voir les vies antérieures de Ia. Touchées par la vérité, elles acceptent de rejoindre son camp. Dans leur vie antérieure, ces deux-là étaient une servante de palais et un eunuque envoyé par le père d'Aum pour la protéger, car elle vivait alors hors du palais. Tous les trois ont grandi ensemble. Cette histoire paraît complètement invraisemblable, ce qui laisse les deux sans voix. Depuis que Ia a appris que Li Yeon est un renard à 9 queues, tout s'est enchaîné de manière si soudaine qu'ils ont besoin de temps pour digérer la vérité. Le lendemain, un nouvel employé arrive dans l'entreprise de Ia. Il s'agit en réalité de l'Inmuji qui se fait appeler Terry. Il devient stagiaire dans l'équipe de Ia. Ensemble, ils réalisent une émission sur une momie. La scène se déplace à la morgue du commissariat, où Ia remarque qu'il manque un ongle artificiel à l'un des doigts de la momie. Elle se souvient alors qu'elle avait trouvé un faux ongle chez son patron. Sans perdre de temps, elle retourne à son entreprise avec la pièce à conviction en main pour le confronter. Mais à ce moment précis, dans le reflet du miroir derrière elle, deux caractères apparaissent sur le front de son patron, Tekin, le véritable nom de la créature, révélé dans l'écriture ancienne. Au même moment, Li Yeon confronte l'Inmuji. Une catastrophe imminente semble se préparer. Que se passe-t-il réellement? Les humains commencent à se diriger inconsciemment vers la mort. Les yeux d'une femme deviennent vides. Elle jette son gobelet de café dans son sac, grimpe sur le toit et se jette dans le vide. Une lycéenne traverse la rue en ignorant complètement les voitures malgré le feu rouge. Un vieil homme boit une bouteille entière de pesticides. Un homme vêtu de noir accourt pour les arrêter. Grâce à sa magie, il parvient à sauver la femme juste avant qu'elle ne saute. Au moment où la voiture s'apprête à percuter la lycéenne, il l'enlace pour la tirer sur le côté, évitant ainsi de justesse un terrible accident. Cet homme, c'est le renard à 9 queues Li Yeon, mais, aussi puissant soit-il, il ne peut pas sauver tout le monde. En un clin d'œil, 132 personnes ont déjà perdu la vie, et le coupable de cette tragédie n'est autre que l'homme qui se tient devant lui, Inmuji. Li Yeon est venu pour l'arrêter. 10 minutes plus tôt, Li Yeon avait dégainé son épée et poignardé Inmuji. Il n'a cessé de voyager à travers différents mondes déserts, mais même ainsi, il n'a pas réussi à tuer Inmuji. Tout au plus, il a pu lui laisser une entaille. Les deux adversaires se battent tout en traversant les dimensions, de la montagne jusqu'au sol, en passant par un ascenseur pour finalement atteindre le toit d'un immeuble. Inmuji dit alors à Li Yeon, ton frère, Ia, et les parents de Ia sont tous entre mes mains. Si tu acceptes de me livrer ton corps, je les laisserai partir. Mais Li Yeon refuse tout compromis avec Inmuji et affirme qu'il retrouvera ses proches lui-même. Le combat reprend, ils traversent une nouvelle fois l'espace et apparaissent au milieu d'une route. Là, Li Yeon invoque le pouvoir du dieu de la montagne, ses yeux de renard à 9 queues deviennent dorés, et il fait apparaître des éclairs et des nuages noirs pour intimider Inmuji. Contre toute attente, Inmuji lui répond, je veux mourir maintenant. Une seconde plus tard, une personne saute dans le vide depuis un immeuble, puis, d'autres commencent à faire de même, comme hypnotisés. Au même moment, Ia découvre une inscription gravée sur le front de son patron. Elle comprend qu'il est le véritable responsable de la mort de ses parents. Il lui tend un œillet, la même fleur que Ia avait offerte à ses parents. Avec
un message derrière. Ia, pourquoi ne viens-tu pas nous sauver? Il lui dit ensuite, si tu me livres Li-Yeon, je te rendrai tes parents. Puis, il lui remet un flacon de sédatif, conçu pour endormir Li-Yeon. Ia va-t-elle trahir Li-Yeon? À ce moment-là, Li-Yeon rend visite à Telupa pour lui poser quelques questions, mais Telupa remarque immédiatement qu'il s'agit en réalité de l'Iran déguisé. L'Iran veut savoir comment rompre le pacte. Telupa lui répond que la seule façon de le briser, c'est que l'Iran meure, mais un Uiong dit à l'Iran de ne pas penser à annuler le pacte. Il lui conseille plutôt de rassembler tous les problèmes d'un coup, puis de les résoudre ensemble, en lui rappelant que chaque pacte a un prix. Pendant ce temps, Yuri se rend à la clinique vétérinaire, bouleversée par l'idée que l'Iran va bientôt mourir. Elle vient se plaindre à Shinju. Ce dernier lui confie que sa propre famille a été tuée par des humains, ce qui l'avait poussé à se venger violemment. Cette vengeance a mis en colère l'esprit de la montagne, et Shinju a alors fui pour se réfugier dans le territoire de Li-Yeon, qu'il a protégé de manière autoritaire. Par la suite, il a décidé de faire des études de médecine. Touché par ce récit, Yuri compatit immédiatement et propose de dormir avec Shinju. On peut dire qu'ils forment désormais un couple. Non, le soir venu, Li-Yeon offre à Ia une paire de baskets, exaucant ainsi un souhait de celle-ci. Il l'aide à les enfiler, puis ils vont se promener ensemble. Ia lui remet le sédatif et lui raconte toute la vérité. Elle déclare vouloir affronter les épreuves à venir avec lui. De son côté, Li-Ran capture un homme et l'offre à Arion, mais que cherche-t-il vraiment à faire? L'Iran finit par comprendre comment l'âme humaine est transformée en fruit de lanterne, en assistant à la procédure réalisée par Arion. C'est une graine mystérieuse, capable d'emprisonner à la fois le corps et l'âme d'un humain. Il s'agit ici de la lanterne conçue par un muji pour emprisonner l'âme humaine. Elle sert à prolonger la vie. Voyons concrètement comment cela fonctionne. Arion insère une graine dans la bouche d'un homme inconscient. Une seconde plus tard, une fumée noire s'échappe de sa bouche. Son corps se transforme immédiatement en une brume noire qui est aspirée dans la graine, laquelle devient alors une lanterne. Arion la ramasse lentement et l'inhale directement. Grâce à cela, il peut prolonger sa vie d'au moins 50 ans et hérite aussi des souvenirs de cet homme. Il découvre alors que l'Iran a sauvé le fils de cet homme. Par ailleurs, auparavant, l'Iran avait rencontré ce garçon, la réincarnation d'un petit chien qu'il avait adopté et qui était désormais maltraité par son beau-père. L'Iran a assommé ce dernier et l'a amené chez Arion. C'est la conséquence logique de ses mauvaises actions. À présent, il reste encore 24 heures à l'Iran selon le délai accordé par Arion. Ce dernier lui dit que si Li-Yeon l'a sauvé, ce n'était que pour protéger Ia, que tout cela n'était qu'une mise en scène, et qu'il ne serait jamais qu'un simple outil. Ces paroles commencent à semer le doute dans l'esprit de l'Iran. Pendant ce temps, Li-Yeon emmène Ia avec lui pour rencontrer Telupa. Ia propose de capturer un muji en échange d'informations sur ses parents. Telupa demande alors à parler à Li-Yeon en privé. Elle lui explique qu'il n'y a que 3 issues possibles: sauver Ia, voir Ia mourir, ou qu'un muji quitte volontairement son corps. C'est pour cette raison qu'elle n'a cessé de lui répéter qu'il ne devait pas revoir Ia, mais Li-Yeon choisit quand même de la protéger. Face à cette décision, Telupa n'a d'autre choix que de lui révéler la vérité. Les parents de Ia se trouvent à l'intérieur de la lanterne. Li-Yeon appelle immédiatement l'Iran pour localiser l'arbre lanterne dans la maison du serviteur d'un muji, mais l'Iran est extrêmement contrarié. Pourquoi Li-Yeon ne se préoccupe-t-il que de Ia sans jamais se soucier de lui? Il décide alors de lui donner rendez-vous le lendemain, en échange de son aide pour permettre à Arion de prendre possession du corps de Li-Yeon. Ce dernier lui remet une fiole contenant un puissant sédatif. Le jour suivant, Li-Yeon se rend au lieu du rendez-vous. Profitant d'un moment d'inattention, l'Iran verse le sédatif dans la tasse de café de son frère, juste avant que Li-Yeon ne la boive. L'Iran lui pose enfin la question qui le hante depuis longtemps: qu'est-ce que je représente pour toi? Au fond, Li-Yeon, visiblement agacé, lui répond quand même: tu es ma famille. Puis, il ajoute volontairement d'un ton piquant: Ia aussi vient d'un passé familial douloureux, mais au moins, elle ne fait de mal à personne. Cette remarque blesse profondément l'Iran. Sans hésiter, il le regarde avaler le café contenant le sédatif. Toute la scène est silencieusement observée par Arion. Quelques instants plus tard, l'Iran prend un vase et le brise violemment sur la tête de Li-Yeon, avant de sortir la fiole vide de sa poche. Li-Yeon est sous le choc. Il comprend que son propre frère tente de le tuer. Il perd rapidement connaissance. Une fois certain que Li-Yeon est totalement inconscient, Arion appelle immédiatement un muji pour l'en informer. Pendant ce temps, un muji est au milieu d'une fête surprise organisée par Ia et ses collègues pour le féliciter. Il tente de s'éclipser, mais Ia l'en empêche en lui disant que ce serait impoli de partir ainsi. Elle l'encourage à retourner à la fête. Le soir venu, un muji n'est toujours pas arrivé. L'Iran, ne supportant plus l'attente, ordonne à Arion de lever immédiatement le contrat, mais ce dernier insiste pour attendre l'arrivée d'un muji. Furieux, l'Iran insulte Arion, le traitant de véritable esclave, incapable de rien faire sans son maître un muji. En réponse, Arion, hors de lui, saisit un poignard et le plonge dans le cœur de Li-Yeon. Cependant, l'Iran parvient à le repousser d'un coup de pied, en voyant Arion voler à distance. Ensuite, l'Iran prend l'apparence de Li-Yeon, tandis que Li-Yeon, allongé sur le sol, se transforme en l'Iran. Il s'avère que la nuit précédente, l'Iran avait reçu un appel de Li-Yeon. Alors qu'il buvait dans un bar, il rencontre Li-Yeon, qui lui confie qu'il connaît la vérité sur l'annulation du contrat. Il lui dit qu'ils doivent absolument survivre ensemble. C'est ainsi que les deux frères ont échangé leurs identités. Li-Yeon, sous l'apparence de l'Iran, se rend chez Arion pour récupérer le sédatif. Furieux, Arion prend à nouveau son poignard pour tenter de tuer Li-Yeon, mais ce dernier parvient à lui porter un coup avec la lame. Li-Yeon attrape alors Arion par le cou et lui ordonne d'annuler le contrat qu'il avait fait avec l'Iran, promettant de le laisser en vie s'il obéit. À ce moment-là, la vie de Arion est sur le point de s'éteindre.
rejoindre, il demande à l'Iran de l'emmener à l'arbre lanterne. Cette fois, l'Iran rembourse la dette envers Arion et annule le contrat. De son côté, Hiya, après la fin de la fête, reçoit une photo envoyée par Yeon. Elle se retourne immédiatement contre Amuji et lui déclare qu'il n'est pour elle rien d'autre qu'un ennemi responsable de la mort de ses parents. En réalité, Hiya faisait partie intégrante du plan depuis le début. Sa mission est de tout faire pour retenir Amuji et l'empêcher de partir, car il ne peut pas tuer Hiya à cause des écailles de serpent dans son corps. C'est pourquoi Yeon demande à Hiya de retenir Amuji. Cependant, lorsqu'Amuji découvre cela, il ne se fâche pas, bien au contraire, il rit, il prend la main de Hiya et lui déclare en l'embrassant « Je t'aime bien ». Effrayée, Hiya s'enfuit précipitamment chez elle. Lorsqu'elle arrive, elle voit Yeon debout devant la porte et court pour se jeter dans ses bras. Une fois à l'intérieur, Hiya aperçoit ses parents, sains et saufs, devant elle. Elle se précipite pour les embrasser. Maintenant, Hiya a surmonté toutes les difficultés et peut enfin retrouver ses parents. Dans les temps anciens, il existait un fruit de ginseng qui permettait de vivre 47 000 ans, et aujourd'hui, il existe le fruit de l'arbre lanterne qui, lorsqu'on le mange, permet d'allonger l'espérance de vie de 50 ans. Le fruit de l'arbre lanterne contient l'âme humaine et peut même sauver ceux qui sont gravement malades ou blessés. Cependant, une fois cueilli, il doit être mangé immédiatement, sinon, comme la jeune fille dans l'histoire, il perdra ses nutriments et disparaîtra rapidement. À son arrivée chez elle, il ne reste plus que le vide. La femme veut utiliser le fruit de l'arbre lanterne pour sauver l'homme allongé devant elle, l'Iran, mais paradoxalement, c'est l'Iran qui a été blessé par elle. Que s'est-il donc réellement passé à ce moment-là? Regardons cela ensemble. Cela découle de la vengeance d'Amuji. Les deux frères, Yeon et l'Iran, ont échangé leur corps, faisant en sorte que les serviteurs d'Amuji croient que Yeon était dans le coma. L'un d'eux a alors tenté de retirer le cœur de Yeon, le renard à 9 queues âgé de 1000 ans, et également un dieu de la montagne. L'objectif était de permettre à Amuji de s'emparer de la montagne et de devenir véritablement un dieu. Mais contre toute attente, il échoue. Yeon parvient à sauver les parents de Hiya dans le fruit de l'arbre lanterne. Pour exprimer leur gratitude, les parents de Hiya invitent Yeon à dîner chez eux. À minuit, Hiya fait un rêve étrange. Elle se retrouve à nouveau dans la maison d'Amuji et voit cet ongle artificiel. Hiya veut partir, mais ses pieds sont retenus. En se retournant, elle aperçoit un cadavre momifié, enfermé dans un mur. Elle comprend alors qu'il s'agit du propriétaire de l'ongle artificiel. Pour rapidement devenir plus puissant, Amuji a sucé son sang et dévoré sa chair. L'apparence de la femme est terrifiante, ce qui pousse Hiya à fuir précipitamment dans une pièce qu'elle ferme à clé, mais elle réalise que, en s'échappant du tigre, elle se jette dans la gueule du serpent. C'est la chambre d'Amuji. Hiya lui demande alors comment il a bien pu la faire entrer ici. Amuji lui répond que c'est elle qui l'a réveillée. À ce moment-là, des écailles de serpent apparaissent sur le visage de Hiya, effrayant. Le lendemain, Amuji arrive avec un chat blessé et le mène chez Shinju pour qu'il le soigne. Profitant d'un instant où Shinju n'est pas attentif, Amuji jette un sort sur lui. Dès qu'Amuji appelle Shinju à travers le corps de Hiya, celui-ci devra obéir à Amuji. Amuji utilise également un sort sur Bokijia, la propriétaire du restaurant de marié. Seul Yuri est épargné. Amuji la percute délibérément et lui dit qu'il a très envie de tuer l'Iran. Les yeux de Yuri deviennent vides, et elle se rend chez l'Iran. Sans prononcer un mot, elle sort un peigne de cheveux et le plante dans la poitrine de l'Iran, exactement comme il l'avait fait à l'époque lorsqu'il l'avait formé. Elle lui saisit le cou et, à chaque coup, elle vise un point vital. Lorsque l'Iran tombe gravement blessé au sol, Yuri reprend enfin ses esprits. Pendant ce temps, Yeon est en train de dîner avec les parents de Hiya et se trouve dans un café. Ayant déjà rencontré ses parents, Yeon aborde le sujet du mariage. À sa grande surprise, Hiya a déjà préparé des alliances et les met à leurs mains. La scène change et nous retrouvons Yuri, qui va chercher Shinju pour sauver l'Iran. Dès que Yeon apprend la nouvelle, il se précipite chez l'Iran. Il comprend que c'est Amuji qui cherche à se venger, et pour protéger Hiya, il risque de perdre l'Iran. Shinju est aussi impuissant. Il explique que seul l'artefact, le fruit de l'arbre lanterne, pourrait sauver l'Iran. Yeon refuse cette solution, car chaque fruit de l'arbre lanterne est une vie humaine. En réalité, Amuji veut que Yeon utilise ce fruit pour sauver l'Iran, ce qui ferait qu'il enfreindrait un interdit et serait condamné à l'enfer. De cette manière, il ne pourrait plus protéger Hiya. Yeon déclare qu'il sauvera l'Iran à sa manière et qu'il doit d'abord capturer Amuji. Yuri, indifférent, se rend chez Yeon pour voler 6 fruits de l'arbre lanterne. Cependant, ces fruits ne contiennent pas de nutriments et disparaissent progressivement. Pendant ce temps, Yeon utilise un fruit de l'arbre lanterne comme condition pour amener Aryom à lui révéler comment détruire Amuji. Aryom lui dit qu'Amuji ne peut jamais mourir, il tombe simplement dans un sommeil profond. Pour le réveiller, il faut d'abord de l'eau, un corps humain vivant, du sang sacrificiel, et enfin la puissance du dieu des montagnes. Le processus pour réveiller Amuji est similaire à celui utilisé près du puits. Yeon utilise la puissance du dieu des montagnes pour invoquer un orage et les pêcheurs disparus. Tous ces éléments deviennent des catalyseurs pour la résurrection d'Amuji. Yeon découvre la réponse et donne le fruit de l'arbre lanterne à Aryom. Il retourne chez lui et dit à Yeon d'aller chercher l'arbre lanterne et de libérer les personnes à l'intérieur. Cependant, les événements prennent un tournant inattendu. Avant même que Yeon puisse agir, Amuji se rend chez Hiya. La dernière fois, il avait déclaré vouloir mourir sur le champ, ce qui avait poussé une personne à se jeter du balcon. Cette fois-ci, il utilise une méthode similaire pour faire en sorte que deux personnes, un homme et une femme, se tiennent au bord du toit, prêtes à sauter. Il s'agit là de la malédiction suggérée. Ceux qui y succombent perdent le contrôle de leur système nerveux et doivent obéir aux ordres de l'adversaire. Amuji diffuse en direct la scène de ces deux personnes au bord du toit et oblige Hiya à apporter
la robe qu'il lui a offerte pour sortir avec lui. Si elle refuse, il fera sauter les deux personnes. N'ayant pas d'autre choix, Ia met la robe noire et se rend à l'endroit du rendez-vous. Le but d'un Muji est de faire en sorte que Ia l'aide à obtenir ce qu'il désire réellement. En réalité, un Muji, à sa naissance, était humain, mais ses bras et jambes ont évolué comme ceux d'un serpent, et ses yeux et ses oreilles ainsi que sa voix étaient défectueux. Son père, le considérant comme un monstre, l'a jeté parmi les malades, et finalement, il a été dévoré par ces derniers. Après cela, un Muji est devenu un serpent blanc et est sorti du tombeau des pestiférés. Il a été surnommé serpent monstrueux et considéré comme un mauvais présage. Ce qu'un Muji veut, c'est obtenir la reconnaissance des autres. Il exige que Ia l'aide à gagner le respect des humains, sinon il tuera Liéon ainsi que tous ceux que Ia chérit. De plus, il prévoit de tuer Ia et de répandre une épidémie dans le monde entier. Ia ne répond pas immédiatement et gagne du temps. Ce n'est que le soir, lorsqu'elle se promène avec un Muji dans le parc, qu'elle lui refuse. Un Muji, vexé, saisit l'épaule de Ia, et c'est à ce moment-là qu'il est repoussé par Liéon. Un Muji sort son téléphone et dit « Je veux m'envoler ». Le scénariste et l'assistant avancent alors. Au moment critique, Shinju saisit les deux personnes dans ses bras. En réalité, c'était le plan de Ia. Elle voulait éradiquer un Muji une bonne fois pour tout en le capturant directement. Ia était chargé de gagner du temps, tandis que Liéon devait permettre à Shinju, avec son sens aigu de l'odorat de renard, de retrouver le scénariste et l'assistant. Liéon, avec les mains couvertes de sang de cheval, pousse un Muji dans une flaque d'eau. Un Muji a peur du sang de cheval, et l'eau peut le retenir, surtout avec le sang de Ia. Ensuite, Liéon utilise la puissance du dieu de la montagne pour invoquer la foudre et frapper un Muji, mais à sa grande surprise, un Muji ne semble pas être affecté. En revanche, le corps de Ia devient brûlant. En réalité, Ia est le véritable corps d'un Muji, tandis que l'homme devant eux n'est qu'une fraction de lui. Les deux sont étroitement liés, de sorte que toute blessure infligée à l'un se reflète sur l'autre. La foudre précédente a éveillé un Muji dans le corps de Ia. Il dit alors à Liéon, si, au départ, tu avais jeté Ia dans le puits pour m'offrir en sacrifice, Ia et moi serions devenus un seul être depuis longtemps, je n'aurais pas été divisé en deux. Maintenant, il me suffit de m'intégrer en toi pour que l'âme et le corps fusionnent en un seul. Puisqu'un Muji repose sur le corps de Ia, il est certain que Liéon n'osera pas riposter. Un Muji, pris de rage, se met à frapper Liéon avec frénésie, mais ce dernier parvient tout de même à le maîtriser. Liéon réalise alors que le véritable corps d'un Muji est en réalité très faible, car toute sa puissance magique réside dans son double, dans son corps principal. Il ne reste que son cœur. Un peu plus tôt, un Muji, humilié et furieux, avait arraché une barre de fer pour la planter droit dans le cœur de Liéon, exigeant qu'il lui remette son corps, mais Liéon saisit la main de Ia et l'appelle à revenir. Je serai toujours avec toi, même dans la mort, je resterai à toi. L'amour humain peut briser toutes les barrières. Peu à peu, le regard de Ia s'adoucit. Finalement, elle revient à elle. Elle ressemble alors à la jeune femme d'autrefois, celle qui avait supplié Liéon de la tuer. Mais cette fois, Liéon refuse de répéter les erreurs du passé. Il envoie ensuite Shinju avertir Bokijia et lui demander de retrouver le voyant qui a volé le jade du renard à 9 queues appartenant à Ia. Après le départ du double d'un Muji, ce dernier, fou de rage, saisit Arion, lui caresse le sommet du crâne et récite une incantation, que ta vie devienne un enfer, que tout ce que tu respires soit empli de souffrance. Immédiatement, de nombreuses marques rouges apparaissent sur le front de Arion. Un Muji lui ordonne de se rendre au poste de police pour se dénoncer. Peu après, une catastrophe semble imminente. Les jambes d'un homme, à proximité, se couvrent soudainement de taches rouges. Une seconde plus tard, il s'effondre au sol. Les personnes autour de lui tentent aussitôt de le ranimer. Au moment de la réanimation, un œuf ensanglanté sort de son corps. Mais que s'est-il vraiment passé? Quelques minutes auparavant, Arion, sous l'emprise de la malédiction, s'était présenté au commissariat pour se livrer. En confessant avoir tué la momie, il parlait tout en se grattant les taches rouges sur son front. Il s'avère que Arion a contracté la maladie, ce qui a provoqué l'infection du policier. Je suppose que l'œuf en question est un œuf de serpent, c'est la source de l'épidémie. La situation est maintenant urgente, et Teluipa décide immédiatement de modifier le registre de la vie et de la mort de Ia, accélérant ainsi sa date de décès. Ce n'est que si Ia meurt qu'un Muji pourra être détruit. Cependant, Yuong découvre la manœuvre et lui reproche d'abuser de sa position pour nuire à des innocents, comme elle l'a fait dans le passé. À l'époque, la belle-fille de Teluipa avait contracté une maladie infectieuse. Pour arrêter la propagation de cette épidémie, Teluipa avait modifié le registre de la vie et de la mort de sa belle-fille, la faisant mourir plus tôt. Après avoir appris cela, le fils de Teluipa, dévasté, s'est jeté dans la rivière sans d'eau, sans jamais pouvoir renaître. C'est ainsi que Yuong a quitté la maison. La scène change pour Ia, qui est avec Liéon dans la villa au bord de la mer. Après une nuit agréable, elle reçoit un appel d'un Muji. Il lui rappelle que son âme va bientôt prendre complètement possession de son corps, et à ce moment-là, elle ne pourra plus se contrôler et tuera Liéon. Après avoir déposé Ia chez elle, Liéon retourne chez lui, où il voit l'Iran apparaître devant lui. L'Iran dit à Liéon que c'était à la demande de Yuri qu'un Muji a sauvé l'Iran, et qu'elle a accepté de devenir une esclave pour lui. Cela pousse Shinju à vouloir tuer un Muji immédiatement. Liéon l'empêche en lui donnant 2 coups de poing, l'empêchant de faire une folie. Il console Shinju, lui assurant qu'il fera tout pour sauver Yuri. Liéon réunit Ia, l'Iran, Shinju, le scénariste et l'assistant. Ensemble, ils sont 3 humains et 3 renards à 9 queues, unissant leurs forces pour capturer un Muji. Liéon dit que Ia a trouvé l'épée du devin, qui est un artefact magique. La véritable identité du devin est celle de Yama, le roi des enfers, l'un des 10 généraux du ciel, qui gouverne l'enfer et détient le cycle de réincarnation
descendants des êtres humains, cette épée est une épée en bois, faite à partir d'une branche d'arbre ancien, chargée de lourds péchés, elle peut trancher l'âme d'un muji dans le corps de Yia sans lui faire de mal. À ce moment-là, le chef de section Choi, sous l'emprise d'un contrôle inconscient, se rend au poste de police et voit un policier inconscient, allongé au sol, il court immédiatement vers lui pour lui prodiguer des gestes de réanimation. Un muji veut que ce policier soit infecté afin de transmettre la maladie aux proches de Yia. Le soir, Lion prépare un dispositif magique dans le restaurant de la mariée pieuvre. Lion donne à Yia une seringue et lui demande de prélever son sang pour invoquer un muji, car lorsqu'un muji ressent un danger, il prendra possession du corps de Yia. Avant que Lion ne réussisse, les autres doivent rester à l'extérieur pour empêcher un muji de posséder d'autres corps. Shinju prépare un petit serpent pour qu'un muji y entre. Tout est prêt, Lion et Yia sont enfermés dans une pièce recouverte de talismans. Avant de commencer, Lion serre Yia dans ses bras pour la rassurer. Yia lui rappelle qu'elle est prête à être blessée et que, par conséquent, il ne doit pas hésiter à cause d'elle. Lion répond qu'il ne la laissera pas se blesser, cette épée ne tranche que l'âme d'un muji. Soudain, Yia demande si l'épée peut trancher aussi l'âme de Lion. Lion répond que, bien sûr, cela est possible. Immédiatement, Yia esquisse un sourire maléfique, puis elle saisit l'épée et la plonge dans le dos de Lion. Lion tombe immédiatement au sol. En réalité, Yia, trop nerveuse, a accidentellement enfoncé l'épingle dans sa main plus tôt, ce qui a réveillé l'âme d'Anuji. Profitant de cette occasion, Anuji soulève la table et frappe Lion avec. Mais ce dernier reste inconscient. Il semble que l'âme de Lion ait réellement été tranchée, ce qui permet à Anuji de retirer l'écaille de serpent de son cou. En même temps, le double d'Anuji ressent une douleur. Ensuite, il met l'écaille de serpent dans la bouche de Lion. Il veut prendre possession du corps de Lion, mais à ce moment précis, Lion se réveille soudainement. Il retire l'écaille de serpent de sa bouche et la place dans sa main, puis se relève. Il enseigne à Anuji que pour changer de corps, il faut utiliser l'écaille de serpent, et que l'épée en bois n'était qu'un objet décoratif. Le devin n'apparaît que lorsqu'il le souhaite. Lion se prépare à mettre l'écaille de serpent dans le serpent pour faire sortir Anuji du corps de Yia, mais à ce moment, la tête de Yia commence soudainement à lui faire terriblement mal et elle s'effondre dans les bras de Lion. Le double d'Anuji essaie de forcer l'âme d'Anuji à revenir dans le corps de Yia, car il aime Yia et il ne permettra absolument pas que l'âme abandonne si facilement son corps. Pendant ce temps, le double d'Anuji marche pour propager la maladie. Lorsque les gens entrent en contact avec lui, ils sont immédiatement contaminés. En même temps, Telupa a modifié la date de décès de Yia pour aujourd'hui. Cet homme est un vecteur de maladies infectieuses. Si quelqu'un entre en contact avec lui, il mourra immédiatement. C'est même plus terrifiant que le Covid. Regardez ses mains, elles sont couvertes d'écailles de serpent. Il est en réalité le serpent géant Anuji, qui a été dévoré par des personnes infectées par une épidémie. Avant de renaître dans la tombe des personnes malades, lorsqu'une personne est infectée, des taches rouges apparaissent sur sa peau. Avant de mourir, l'infecté vomira un œuf de serpent, à l'intérieur duquel se trouve un serpent porteur de la maladie. Ainsi, après la mort, les organes de la personne ressemblent à ceux d'une victime d'un tueur en série. Pour éradiquer cette épidémie, il faut impérativement tuer l'âme d'Anuji qui se cache dans le corps de Yia. Ce n'est qu'en le faisant que l'on pourra tuer en même temps son double, Terry, qui répand la maladie. L'âme et le double d'Anuji sont étroitement liés. À ce moment-là, Telupa modifie le registre de la vie et de la mort pour accélérer le décès de Yia. Tout le monde se demande si Yia mourra. Pour simplifier, appelons le double d'Anuji Terry. À minuit, un camion qui a perdu ses freins se dirige droit vers une voiture noire arrêtée au feu rouge. Le conducteur tente de tourner le volant et de percuter Yia, qui traverse la rue. Yia pousse un cri et s'agenouille immédiatement en se tenant la tête, mais il n'y a pas de collision. Yia se retourne et découvre que Yang Yuong a arrêté le camion. Il parle à Yia du registre de la vie et de la mort, mais le danger rôde toujours. Le lendemain, le collègue de Yia, le chef de département Choi, se rend au restaurant de la mariée aux huîtres. Soudain, des taches rouges apparaissent sur son corps. Bokijia le prend par derrière et le force à vomir. L'œuf de serpent, une autre collègue, la scénariste, ainsi que tous les employés de l'entreprise, contaminés par l'épidémie, finissent également par mourir. Ces deux personnes ont été infectées uniquement parce que Yia a refusé de se soumettre à Terry pour se faire bien voir, et ce dernier s'est vengé. Ce n'est que la première étape de son plan de vengeance. L'étape suivante, Terry s'en prend aux parents de Yia. Celle-ci reçoit un appel de sa part, et il lui dit « Je vais détruire tout ce que tu aimes le plus ». Il jette alors une malédiction sur ses parents. À cet instant précis, il monte sur une table et glisse la tête dans une corde, mais au moment critique, Lion surgit et coupe la corde, sauvant de justesse les parents de Yia. Il est venu ici pour proposer une alliance à Terry. Lion expose un plan qui permettrait à la fois de réaliser le vœu de Terry, devenir un dieu, et de sauver Yia. Ce plan consiste à tuer l'actuelle gardienne du fleuve Sando, Telupa, pour ensuite la remplacer par Terry. En réalité, le poste de gardien du fleuve Sando est celui de dieu des dieux, un rang encore plus élevé que celui de dieu des montagnes que Lion possède. Telupa, de son côté, veut tuer Yia pour éradiquer Anuji. Donc, si Telupa meurt, Yia pourra survivre. Terry passe toute la nuit à y réfléchir, puis accepte de collaborer avec Lion, mais Telupa possède l'œil céleste, capable de tout voir à travers le monde. D'un simple battement de cils, elle peut transformer toute chose en pierre. C'est pourquoi Lion explique à Terry que le plan est le suivant. Profiter du moment où Yang Yuong endormira Telupa avec un somnifère pour que Terry puisse ensuite la tuer, mais une question demeure, est-ce que Lion et Terry vont réellement coopérer? À ce moment-là, Lion se souvient que Lion avait promis de protéger Yia, même au prix de sa propre vie. C'est pourquoi il décide d'agir en
premier, ils seront auprès de Arion, le serviteur d'Anuji, actuellement détenu au poste de police. Il s'apprête à tuer Ia pour empêcher Lio de mourir à cause d'elle. Il semble alors que l'alliance entre Lio et Terry n'était qu'un leurre. En réalité, le plan de Lio consiste à piéger Terry en l'attirant jusqu'à Telupa. Ensuite, il avale une écaille de serpent et transfère l'âme d'Anuji hors du corps de Ia pour l'absorber dans le sien. Finalement, il enlace Terry et saute avec lui dans le fleuve sans d'eau, condamné à errer à jamais sans possibilité de réincarnation. Mais ce que Lio ignore, c'est que Terry aussi a tendu un piège. Cet homme, qui a vécu plus de 600 ans, a prolongé sa vie en dévorant des âmes humaines. Il était autrefois le serviteur d'Anuji, mais après l'avoir trahi, il a été infecté par le parasite qu'Anuji lui a transmis. L'Iran dit à Arion que s'il tue Ia, alors l'âme d'Anuji contenue dans son corps sera détruite également. Ainsi, l'épidémie disparaîtra. Convaincu, Arion saisit une arme, fait irruption chez Lio et tente de tuer Ia de ses propres mains, mais contre toute attente, le coup de feu réveille immédiatement Anuji. En effet, Anuji se manifeste dès que son hôte est en danger. Il abat Arion sur le champ et plonge sa main dans sa poitrine pour lui arracher le foie, une scène à laquelle l'assistante assiste. Horrifiée, Anuji lui tend alors l'arme et lui dit « Si tu ne tires pas avant le compte de 3, je te tuerai ». C'est à cet instant précis que la scénariste intervient et gifle Anuji, ce qui parvient enfin à réveiller la conscience de Ia. Ia se blâme d'avoir failli tuer une collègue, et elle pense qu'un jour ou l'autre, elle finira par tuer Lio. C'est pourquoi elle décide de chercher l'aide de l'Iran. Elle se rend chez lui et lui dit qu'elle sait que c'est lui qui a envoyé Arion. Ia sort une arme et affirme que son objectif est le même que celui de l'Iran, empêcher que Lio meure. Elle le supplie alors, si un jour elle devait faire du mal à Lio, l'Iran devra la tuer. De son côté, Lio attend que Terry tombe dans le piège tout en passant du temps avec Ia. Ils partent en rendez-vous au parc d'attractions. Ils réussissent à attraper 2 peluches de renard à 9 queues. Le soir venu, Telupa convoque Lio. Elle lui remet une épée et lui ordonne de tuer Ia. L'objectif est que, lorsqu'Ia sera à l'agonie et qu'Anuji quittera son corps pour entrer dans celui de Terry, elle pourra transformer Anuji en pierre. Mais le plan ne se déroule pas comme prévu. À peine rentré chez lui, Lion découvre que Ia s'est déjà transformé en Anuji. Quelques minutes plus tôt, Terry avait attaqué le gouverneur par surprise pour lui voler les lunettes Yin-Yang. Puis il était allé voir Ia afin de réveiller Anuji. À ce moment-là, Shinju, l'Iran et Bok-Ijia arrivent et tentent de maîtriser Lion. Cependant, ils sont tous les 3 victimes d'une malédiction lancée plus tôt par Terry. Une fois Anuji réveillés, ils deviendront ses soldats. Heureusement, Lion, étant un dieu de la montagne, parvient rapidement à se libérer, ce qui permet aux 3 autres de retrouver leurs esprits. Ensemble, ils capturent Anuji et l'emmènent au bureau de l'immigration de l'au-delà. Au même moment, Terry y fait également son apparition. En voyant son visage, Telupa reste figé de stupeur. Terry a exactement le même visage que son fils décédé. Il s'avère que Bok-Jil était un ami proche de Terry, mais, jaloux du bonheur de Bok-Jil, Terry avait implanté le germe de la maladie dans le corps de la femme de ce dernier. Pour empêcher la propagation de l'épidémie, Telupa avait tué la belle-fille de Bok-Jil. C'est cet événement tragique qui avait poussé Bok-Jil à se jeter dans le fleuve sans d'eau, condamné à ne jamais se réincarner. Folle de rage, Telupa veut transformer Terry en pierre, mais Terry utilise les lunettes Yin-Yang contre elle, ce qui inverse la malédiction sur Telupa elle-même. Quand Lion arrive, il soulève le tissu blanc recouvrant le corps de Telupa et découvre qu'elle est déjà pétrifiée. Lion dégaine immédiatement son épée. Le combat entre lui et Terry est extrêmement intense. Les deux sont de force équivalente. Alors que Terry est en danger, Anuji intervient pour le protéger. Lion voit alors le visage de Ia et se retrouve incapable de porter le moindre coup. Il est alors saisi par Anuji, qui l'étrangle et le projette violemment au sol. À cet instant, Anuji est soudainement pris de douleur à la tête. Ia est en train de résister intérieurement. À ce stade, Anuji a pratiquement pris le contrôle total du corps de Ia. Une écaille de serpent commence à apparaître sur sa joue et ses yeux deviennent reptiliens. Lion comprend qu'il doit immédiatement avaler l'écaille de serpent pour forcer Anuji à transférer son âme dans son propre corps. Sinon, Ia sera complètement dévorée de l'intérieur, mais au moment où il s'apprête à le faire, Ia reprend subitement conscience. Elle pointe une arme sur sa tempe pour empêcher Lion d'avaler l'écaille. Ia lui fait ses adieux et s'apprête à tirer. Pourtant, Lion bondit pour l'en empêcher, déviant la balle vers le ciel. Dans la foulée, il avale l'écaille, forçant ainsi Anuji à migrer dans son propre corps. Le rêve d'Anuji devient enfin réalité. Il prend possession du corps de Lion. À ce moment-là, l'Iran arrive en courant. En voyant cette scène, il se jette immédiatement sur Terry pour le combattre, mais l'Iran n'est pas de taille face à Terry et se fait blesser à la jambe. Soudain, Terry est pris d'une violente douleur au cœur, avant de cracher du sang. En réalité, c'est Lion qui a provoqué cela en exploitant le lien entre l'âme et son double. Avant d'arriver, il avait avalé une fleur de prime vert. Le moment est venu pour un affrontement final. Lion saisit l'occasion, se jette sur Terry et lui fait une clé de bras. Ensuite, il lance son épée à l'Iran et lui ordonne de les transpercer tous les deux. La porte du fleuve sans d'eau s'ouvre. Lion crache du sang. Son corps prend alors l'apparence d'un Muji. Il supplie l'Iran de le tuer. Il ne veut pas mourir en tant qu'un Muji. L'Iran, dévasté, n'a d'autre choix que de leur planter l'épée à travers le cœur. Ia accourt aussitôt. Lion la regarde, puis recule lentement, avant de murmurer « Je t'aime ». Il saute ensuite dans le fleuve sans d'eau en tenant Terry dans ses bras, ne laissant derrière lui qu'un renard à 9 queues en peluche. Peu après, l'épidémie disparaît. Les humains retrouvent leur état normal. Telupa revient elle aussi à la normale. Yuong retourne au bureau d'immigration de l'au-delà. Tout semble être rentré dans l'ordre. Mais Lion est-il vraiment mort? Les yeux de cet homme, blanc une seconde plus tôt, redeviennent soudain
normaux, en réalité, il est le roi des enfers, celui qui régit le monde souterrain, et surtout, il possède le doigt d'or, celui qui détermine le destin et le cycle de réincarnation des âmes humaines. Par exemple, qu'on soit né riche, célèbre, ou qu'on devienne mendiant ou voleur, tout cela résulte des mérites ou des fautes accumulées dans les vies antérieures, c'est ce karma qui détermine notre destinée dans la prochaine réincarnation. Cette fois, c'est justement pour ressusciter Liéon que le roi des enfers apparaît devant Ea et Liran. Depuis que Liéon et Terry ont sauté ensemble dans le fleuve sans d'eau, Ea et Liran ont réagi différemment, l'un cherche Telupa pour découvrir un moyen de ramener Liéon à la vie, l'autre reste chez lui à noyer son chagrin dans l'alcool. Telupa dit à Ea qu'il n'existe aucun moyen de ressusciter Liéon. De son côté, Liran reçoit une vidéo enregistrée à l'avance par Liéon. Dans cette vidéo, Liéon lui confie qu'il ne l'a jamais abandonné, il espère que Liran ne retombera pas dans ses vieux travers, qu'il apprendra à ne pas se négliger, et surtout qu'il saura protéger ceux qui lui sont chers. Ea, elle aussi, reçoit un cadeau d'anniversaire préparé par Liéon, une robe de mariée blanche, accompagnée d'une lettre. Dans cette lettre, Liéon écrit « Peu importe avec qui tu te marieras un jour, j'espère que ce sera un homme bien, le chemin que nous parcourions ensemble t'appartient désormais, mais je suis convaincu que tu y arriveras, alors, laisse-moi partir ». Ea transforme sa douleur en force, elle commence à filmer ceux qui ont été liés à Liéon, Liran, Shinju, Euyong et Bokijia. Elle filme également la demande en mariage de Shinju à Yuri, elle garde l'espoir qu'un jour, Liéon pourra voir tout cela. Ce jour-là, alors qu'elle se promène dans un parc avec Liran, il tombe sur le roi des enfers, ce même voyant qui avait autrefois retiré le jade du renard à 9 queues du corps de Ea. Il s'avère que Telupa a relié son propre fil de vie à celui de Liéon, ce qui explique pourquoi le roi des enfers intervient pour le ramener à la vie, mais les règles restent les mêmes, il exige que Ea et Liran offrent ce qu'ils ont de plus précieux en échange de cette chance de résurrection. Ensuite, il retourne le sablier. Ea, sans hésiter, déclare qu'elle souhaite échanger sa propre espérance de vie, une vie pour une vie, mais Liran se lève d'un bond, il pense que si Liéon l'a sauvé, ce n'était sûrement pas pour qu'elle sacrifie sa vie ainsi, il décide alors d'offrir la sienne à la place. À ce moment-là, le sablier n'est pas encore entièrement écoulé, Liran demande à Ea d'appeler Shinju, Yuri et l'enfant pour qu'il puisse lui dire au revoir une dernière fois, mais le destin aime jouer des tours, juste au moment où les derniers grains de sable tombent, Yuri et les autres arrivent en courant. Liran les aperçoit de loin, puis disparaît aussitôt, ne laissant derrière lui qu'un téléphone avec en fond d'écran une photo de Shinju, Yuri, l'enfant et lui. Par la suite, sa tombe est placée dans la montagne où Liéon est le dieu protecteur. Le lendemain, alors que Ea sort du travail, une pluie battante tombe, le gardien de sécurité lui tend un parapluie rouge brodé de fleurs et lui dit que quelqu'un l'a déposé 5 minutes plus tôt. Le cœur de Ea se serre, elle se précipite dans la rue à la recherche de cette silhouette familière, et c'est à un carrefour qu'elle le voit enfin, l'homme qu'elle aime. Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre, mais même si Liéon est revenu à la vie, il est désormais humain, il n'est plus un renard à 9 queues. Après son retour, Ea lui montre la vidéo qu'elle avait enregistrée pour lui. En apprenant que Shinju et Yuri se sont mariés, Liéon vient personnellement les féliciter. Shinju se jette immédiatement dans ses bras, en pleurant de joie. Ensuite, il lui remet la vidéo que Liran lui a laissée. Dans cette dernière vidéo, Liran l'appelle enfin « grand frère » et exprime son espoir de pouvoir le revoir un jour. Liéon se rend alors sur la tombe de Liran. Enfin, lui et Telupa partagent un vrai repas de famille. Aujourd'hui, Liéon et Ea ont surmonté toutes les épreuves pour atteindre le bonheur. Ils se tiennent tous les deux dans un champ de fleurs, elle en robe de mariée, lui en costume de mariée. Ils échangent leurs plus belles promesses. Finalement, les deux amoureux se sont unis pour la vie. Après le mariage, Liéon profite d'une vie paisible, assis dans un parc à admirer le paysage. Soudain, un petit garçon tombe de son vélo. En le relevant, Liéon remarque qu'il ressemble étrangement à Liran enfant. Il s'agit sans doute de sa réincarnation. Ce constat apaise un peu les remords dans son cœur. Plus tard, Liéon vient chercher Ea à la sortie du travail. Elle lui raconte avoir croisé un vieil homme portant un masque collé à son visage, qu'il était impossible d'enlever. Liéon lui explique que cet homme est un Tamtai, la période triennale de malchance, un esprit du malheur, qui réapparaît tous les 9 ans dans la vie d'un être humain. Ce jour-là, Ea a d'ailleurs eu pas mal de malchance. Elle a marché sur un chewing-gum. Le soir, pendant que Ea dort profondément, Liéon sort discrètement avec le parapluie rouge brodé de fleurs. Il le transforme en épée. Ses yeux de renard à 9 queues réapparaissent. Il retrouve le Tamtai et lui adresse un sourire narquois. Et c'est ainsi que se termine Mon petit ami est un renard à 9 queues. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.